Bienvenue dans le média Le Grenier, le podcast qui donne la parole aux entreprises et aux entrepreneurs qui font l'immobilier au sens large. Peu importe le domaine, investissement locatif, promotion, crowdfunding, tokenisation, travaux, mon but est simple, c'est d'avoir une conversation pour connaître leur univers dans les moindres détails. Je m'appelle Mickaël et je suis le cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier locatif sous 2 formats. Un accompagnement en 8 sessions, on vous prend par la main pour investir, ou sinon de manière clé en main où on recherche le bien, on fait les travaux, on meuble et on gère pour vous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leurs craintes, leurs peurs, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins-nous dans cette conversation. Merci d'avoir accepté l'invitation sur Avec le podcast plaisir. Le Grenier. Avec plaisir, Mickaël. Je te Donc vois Virginie, j'ai voulu te recevoir parce qu'on a quand même préparé il y a quelques jours, semaines, on s'était, je sais pas, il y a 2-3 semaines. L'appel devait durer quelques minutes, il a duré plusieurs minutes, qui était très instructif. Parce qu'en fait, je voulais avoir ton expertise sur le monde de la colocation, le monde du co-living en gestion locative. Et il est vrai que moi, je te l'ai dit, j'étais petit client et j'ai tenté d'être client un peu plus, mais il y a eu des couacs, tout ça. Donc on va aussi en parler jusqu'à la limite que tu veux mettre un petit peu pour en discuter, mais découvrir un petit peu Virginie, découvrir Cooloc, ce que Cooloc était, ce que Cooloc est maintenant et le futur de Cooloc aussi, et parler un petit peu du marché de la coloc, colocation au sens large, co-living, sur le marché actuel et futur. Voilà, c'est un peu tout ça que j'aimerais évoquer avec plaisir. toi. J'ai pas creusé ton couac d'ailleurs. C'est étonnant parce que quand même c'est pas parfait l'accueil Et, digital et il va ressortir, il va être beaucoup mieux là dans quelques jours. ouais, non Donc mais j'en tous les doute clients pas. sont rappelés et sont contactés, donc t'as pas dû aller jusqu'à laisser Alors attends, juste pour, on m'a quand même plusieurs fois rappelé, hein. Ouais, d'accord. En fait, le service commercial ou le service après-vente, je sais pas comment tu peux dire, a fonctionné. Ouais, Je le veux dire, service commercial, ouais. il y a pas de problème là-dessus, hein. D'accord. C'est plus en fait sur l'expérience utilisateur à un moment donné, Utilisateur. ouais, que Ouais. j'ai eu sur Ouais. la plateforme. Il y a, je te l'ai dit, il y a quand même quelques temps, hein. Ouais. Dans mes souvenirs, c'est quand même il y a 2 ans, je dirais Ouais. facile, hein. Ben, tout ressort là, ça va être plus agréable. Voilà. Donc Ouais. déjà, tous les grands podcasteurs posent la première question Oui. fatidique. Virginie, Mhm. donne-moi ton état civil. Je veux tout savoir. De Virginie Pelé, de chez Cooloc. Perret. Perret, Perret. pardon. Oh Eh là là, oui. ça Oh mon commence bien. Dieu. Et tu Oh sais quoi? mon Alors Dieu. pourquoi Attends, je regarde mon téléphone. Et tu sais quoi? Eh ouais. Enregistré comme ça. Mais j'ai dû glisser. J'ai mis des R à la place des, non, des L à la place des R. Ouais. Perret. Exactement. Comme Levallois-Perret. Et sais-tu que c'est mon grand-père qui a inventé le mot ordinateur, tu vois? Un outil dont tu te sers tous les jours. Ton, J'en apprends ton une bonne, grand-père. hein. Ouais, tout à fait. Jacques Grand-père ou Perret. arrière-grand-père? Grand-père. Ah, ça Grand-père. va, Et comment il Ah, s'appelle tu ton grand? commences bien, je donnerai pas mon âge, hein, je te préviens. Il s'appelle Je le... Jacques Perret. Était Jacques Perret. professeur de, ouais, et professeur de D'accord. lettres et il a inventé le mot ordinateur parce qu'il n'y avait pas de traduction pour computer. Comment Donc, il tu est vois. arrivé là, c'est-à-dire comment ça lui est venu ce mot? Ah bah, compliqué. Il était théologien, donc du coup, il est parti en Dieu remet de l'ordre dans le monde, et puis il a fait plusieurs propositions, il en est arrivé à ce mot-là, quoi. D'accord, donc du Donc coup je c'est sais pas si ça l'Académie remet de l'ordre. Oui, tout à fait. C'est française qui a... IBM et l'Académie qui lui a sollicité pour trouver une traduction pour le mot anglais, computer, que tu utilises tous les jours, donc dans ton ordinateur, tu aurais quand même pu mettre mon nom correctement. Exactement. Eh ben je m'en Voilà. excuse. Déjà, Oh, je t'en le, prie. le podcast Je t'en commence bien prie. avec un premier couac Je t'en prie. orthographe. Bah écoute, non, mais déjà, voilà, on reprend le fil parce que du coup, je me suis perdu. Mais ton état civil, ma chère Virginie, je vais évincer ton nom de famille. Mais voilà, ton état civil, de me dire un petit peu, voilà, bon, alors, peut-être pas ton âge parce qu'on le demande pas aux dames, mais un petit peu bah, d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui, comment t'en es venu à créer Cooloc, un petit peu l'histoire de tout ça. Donc bah, voilà, c'est à toi, ma chère Virginie. Ok, donc oui, on ne demande pas l'âge, on peut le demander, mais c'est vrai que si on peut garder un privilège en tant que femme, allez, on va garder celui-là. Mais alors moi, on en a discuté un petit peu quand on s'est parlé au Ouais, téléphone. Je viens pas du tout du monde de l'immobilier, ce que je te disais. et oui. Et donc je viens de la cosmétique et du luxe. Donc j'ai travaillé 10 ans chez L'Oréal, je suis passée chez LVMH, chez Louis Vuitton, et puis même chez Richemont, puisque j'ai fait un
court passage chez Van Cleef et chez Saint-Laurent. Et en fait, je suis arrivée dans le monde de l'immobilier, pas vraiment le monde de l'immobilier aussi. Enfin, notre support est l'immobilier, mais nous, on est surtout dans le serviciel et dans le produit, comme dans le luxe, dans le service. Donc, nous, autour des produits d'assurance, juridiques, administratifs, qui sont le sous-jacent d'une communauté aussi, dont on va parler après, qui est une communauté de co-living. Ok. Mais là, Spécialisée autour du co-living. Chez L'Oréal, tu faisais quoi exactement? Parce que tu peux être un peu plus précise là-dessus. J'ai eu différents postes. Ouais. Chez L'Oréal, une carrière plutôt marketing. J'étais plutôt quelqu'un du D'accord, marketing. Ouais. Pas commerce, c'est marketeuse. Ah ouais, je suis marketeuse, donc c'est des gens qui conçoivent plutôt effectivement des concepts, des produits et qui sentent le pouls du marché. Et puis j'ai eu un parcours un peu commercial chez Saint-Laurent puisque j'étais responsable des boutiques, donc avec effectivement plus de terrain commercial de ce côté-là. Ok, mais est-ce que l'expérience L'Oréal t'a beaucoup appris ou pas maintenant? Ouais, tout à fait. Par rapport à l'aventure aujourd'hui? Complètement. C'est déjà une société, je trouve, dans le management qui est très entrepreneuriale. Et puis, la façon dont elle est structurée en termes de management, c'est quelque chose que je reproduis beaucoup ici. Les personnes que j'ai recrutées, puisque j'ai basculé dans le monde de la start-up, mais je venais pas du monde de la start-up, c'est hyper enrichissant parce qu'on applique vraiment les recettes des grands groupes avec une formation du coup plutôt très processée de grosses boîtes qui ont grossi et qui ont tenu justement toutes les étapes sur la durée, mais qui sont aujourd'hui très, très solides grâce à tous ces process et ces managements et ces techniques, etc. Donc effectivement, c'est ce que j'ai gardé et que j'applique aujourd'hui auprès de mes salariés qui, eux, je recrute, viennent forcément du monde des startups et sont très étonnés de voir ce type de management en fait dans des petites structures. Ils n'avaient pas du tout l'habitude et ils n'étaient pas habitués. Mais est-ce qu'on peut reproduire ce que tu as vécu chez L'Oréal facilement dans un monde de start-up? Ouais, quand tu places les choses dans l'ordre, que tu passes la culture d'entreprise, avant toute chose, la culture, le management et le chiffre, ce que je répète tous les jours à mes équipes, et même à petite échelle. Et tous les jours, c'est quelque chose que tu vas insuffler dans ton équipe, ta vision aussi, et qui va effectivement donner la direction de ta société, tes rapports aussi avec tes clients, qu'on traite comme des partenaires et pas comme du chiffre d'affaires potentiel, mais comme des partenaires avec qui on se co-développe. C'est comme ça qu'on travaille chez L'Oréal avec nos partenaires, avec qui on a grandi, qu'on a fait grandir, on a grandi avec eux. Donc c'est vrai, effectivement cet état d'esprit que moi j'ai gardé. D'accord. Donc L'Oréal, est-ce que tu confirmes que c'est quand même une... Mais non, mais vas-y, réponds, il n'y a pas de problème. On coupera. Excuse-moi, je sais pas ce qu'il voulait Julien. Bon bref, il est reparti du coup. Ah, bon, on fait un bisou à Julien. Un bisou à Julien. Qui fait quoi, lui? Ah non, c'est parce que j'ai réservé une salle de réunion et qu'il en avait besoin, ça n'a rien à voir. Ok, next. Non, mais du coup, est-ce qu'on peut dire... Parce qu'on est co-living, mais on est co-working aussi, tu vois. Très bien. Et du coup, chez L'Oréal, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même une bonne école? Parce que moi, de ce que j'entends de ma province, c'est qu'en gros, pour accéder à des postes, on va dire, et de travailler chez L'Oréal, on dit c'est une machine, quoi, une machine dans le bon sens, à bien former les gens. C'est une très bonne école du marketing, une très bonne école de commerce. Parce que j'ai eu, excellente. Ouais. Parce que j'ai connu un des directeurs commerciaux de Redken, je crois que c'est une marque L'Oréal. Ouais, tout à fait. Et à l'ancienne, directeur commercial à l'ancienne, mais très bon, quoi, je veux dire, très très fort. Donc, qui tu as connu chez laquelle je les connais probablement. Je préfère pas nommer. Ouais, tu vas pas nommer, bon, on en parlera. Non, parce que je crois pas qu'il soit parti en bon terme. C'est pour ça que. Mais je me souviens d'une bonne époque et puis un haut profil, quoi. Le mec a été très très fort dans ce qu'il faisait, quoi. Ouais. Donc, alors, effectivement, c'est des sociétés où c'est hyper agréable de travailler parce qu'il y a un grand niveau d'excellence, donc c'est hyper stimulant. Ouais. Il y a une capacité d'exécution et de travail. Ça, c'est très stimulant et effectivement, ils ont la chance d'être au top, donc ils sélectionnent plutôt les top profils. Mais du coup, effectivement, le niveau stimule les uns et les autres. En fait, je trouve ça hyper enrichissant. Donc moi, il y a des gens qui ont été malheureux, qui ont vécu ça comme une compétition ou autre. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça a été de très grandes années. J'ai beaucoup appris. Mais moi, j'aime beaucoup travailler. J'adore travailler. J'adore accomplir. J'adore faire des choses, construire, faire des choses qui servent aux clients, faire des choses qui restent dans le temps.
de travailler en équipe, etc. Et donc moi, ça m'a toujours stimulé et pas du tout Mais anéanti. tu avais beaucoup de liberté ou pas? Parce que souvent dans les grands T'as groupes, beaucoup de... Ouais, t'as énormément. Moi, j'ai toujours... Le L'Oréal, c'est une boîte hyper entrepreneuriale. Où d'accord, très vite, très jeune, on te donne des grandes responsabilités et on va te juger sur les résultats. Donc, c'est ça que je trouve... très euh, anglo-saxon comme fonctionnement d'ailleurs. Ouais. ouais, je trouve ça hyper enrichissant. On fait beaucoup confiance et on laisse libre cours aussi à la créativité, à la proposition de nouveaux services, etc. Bon, euh, il faut convaincre. Quand on parle souvent de la confrontation chez L'Oréal, mais la confrontation, c'est pas la sanction. La confrontation, c'est confronter ses idées aux autres pour obtenir une cooptation et développer un format de leadership qui ensuite impose l'idée. Tu as le droit, Et tu as moi j'aime bien l'expression, le fameux le droit à l'erreur. Est-ce que dans ces genres de boîtes, le droit à l'erreur est genre, je sais pas, permis, mais genre Mhm. toléré ou quand on te sanctionne pas à la, bon, ça dépend l'erreur, hein, mais à la première, Bah non, euh, il y a des fautes graves qui ne peuvent pas rester oui, en entreprise. Ça n'a rien à voir, comme dans toute entreprise. hmm, Mais bah, complètement, moi j'ai vraiment vécu ce droit à l'erreur lié au côté entrepreneurial de la société, où effectivement, je trouvais qu'on avait beaucoup de liberté, de créativité. C'est peut-être pas la même époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Je pense ouais, que ça a gardé cette culture, hein. Ça a vraiment gardé cette culture. Et je me souviens qu'on avait aussi parfois des passations de service à service où finalement, un peu comme dans les ministères, on ne garde pas beaucoup la personne qu'il y avait avant. Et l'idée, c'était justement, et je trouve ça toujours intéressant, et j'ai gardé cette habitude, de remettre en question, mais positivement, c'est-à-dire de se poser la question quand on reprenait une fonction, sur tout ce qui avait été fait pour se dire, enfin avec ce côté, enfin ce regard d'étonnement de se dire mais pourquoi ils ont fait ça comme ça et est-ce qu'il faut faire ça comme ça et est-ce que ça correspond à une attente et à un besoin client et est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de le faire. Et ça, j'ai toujours gardé cet état d'esprit, je trouve ça hyper intéressant effectivement, et c'est pour ça que j'arrive dans le monde de l'immobilier avec un étonnement total parce que je viens pas du tout de là, avec mes marqueurs du luxe en termes de services, etc. Mais compétences personnelles, mais ce regard aussi d'étonnement en permanence de me dire mais pourquoi on fait ça comme ça. Mais est-ce que le client a vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est ça qui va résoudre ses problèmes? Est-ce que c'est ça qui va lui rendre service? parce qu'on vous pousse en fait dans vos retranchements à vous poser les questions first client quoi. En gros, c'est de ce genre de boîte, c'est plutôt cette leitmotiv qui est drivé. Alors, il y a beaucoup de liens entre le marketing et le commercial. Ouais, Donc, en fait, tu es toujours confronté au terrain. D'ailleurs, on dit souvent chez L'Oréal, tu vas faire la route régulièrement. Donc, tu es confronté à tes commerciaux, à tes équipes commerciales que tu dois convaincre d'ailleurs de tes produits que tu vas lancer. C'est eux qui vont ensuite aller le vendre sur le terrain. Donc, si tu les as pas d'accord. convaincus, t'as convaincu personne. Donc, et puis, tu te confrontes en permanence aux clients. Et effectivement, il y a ce côté proche du client et qui est pas du tout, comment dire, conceptuel. C'est pas le marketing de l'offre, on est vraiment dans le marketing de la demande. Donc, on D'accord. va être à l'écoute de ce marché. Et ça, c'est quelque chose que tu as naturellement et que tu développes encore plus dans ce genre de société, d'être cette capacité à sentir le pouls d'un marché, à sentir le besoin d'un marché. Et pour mettre un peu de contexte, est-ce qu'il y a un dossier sur lequel, je sais pas, que tu as travaillé, qui est un peu phare, pour qu'on puisse un peu se projeter? Est-ce que tu as ça en tête un peu, je sais pas moi, chez Saint-Laurent, dont tu dis, ou d'autres marques pour lesquelles tu as travaillé? Pour voir un petit peu les types de projets que tu as pu réaliser? Je sais pas, ou chez L'Oréal, à l'époque, L'Oréal s'appelait, enfin de là où j'étais, c'était L'Oréal technique professionnelle. On a enlevé le technique parce qu'on voulait devenir euh, plus ancré dans des tendances. Alors là, je vais parler d'un marché, c'est dans l'immobilier, hein, c'est les cosmétos, mais Mmh. plus lié aux tendances et devenir avoir un aspect plus créatif et moins technique dans D'accord. la coiffure pour attirer plus de clients, fédérer plus de clients et être capable de développer le marché par un aspect, par tout ce qui est créativité. Donc il fallait qu'on revête un peu une coloration mode de notre côté, alors qu'on l'avait pas du tout. On était une marque à l'origine très technique. Et du coup, j'étais en charge au début un peu de cet aspect-là. On a commencé, il y a eu le lancement d'une marque technique coiffage qu'on a d'abord promu en s'insérant dans les backstage des défilés. Et puis ensuite, moi, j'avais proposé au moment
de la création des collections coloration qui sont venues dans ce thème-là, de le traduire en termes d'événements de la même façon que dans la mode et de faire des sortes de défilés, de rencontres annuelles où on pouvait fédérer tous les coiffeurs de la profession, bon, les grands, que ce soit les franchisés qui eux-mêmes avaient leur propre image de marque, que les petits coiffeurs, et de les fédérer autour d'un événement qui devienne une référence. Et je me souviens qu'on a commencé, il y avait 3 personnes dans l'amphi de L'Oréal et on en a fait un événement international avec 500 coiffeurs qui venaient chaque année, etc. Donc ça peut devenir des choses très concrètes, très opérationnelles. D'accord, ouais, mais en fait, tu étais plus B2B, en fait. B2B2C, J'ai en été les fait. deux, oui, Ouais. j'ai été les deux. Tu as effectivement des clients qui sont... C'est ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs, Eh oui, B2B2C. eh oui. Ouais, tout à fait. Et tu as effectivement des franchises avec lesquelles tu vas travailler et qui sont porteurs d'une image et que tu vas faire aussi travailler particulièrement. Et puis tout ton B2C derrière que tu vas travailler différemment. D'accord. Et du coup, cette aventure L'Oréal, elle se termine bien? Ouais, très bien. Très Ouais, bien, ouais. ouais, c'est ce que tu Ouais, m'avais très dit. bien. Ouais. Et du coup, c'est quoi un peu, explique-nous la passerelle, la transition de se dire, OK, je suis chez L'Oréal, je fais des salons, ou en tout cas, j'organise des congrès j'imagine pour des partenaires. Comment tu, Une des traductions, moi j'étais dans le produit aussi, dans la création de produits, tu vois. Ce que je fais d'accord. aujourd'hui sur Coolock, c'est un produit. Il est Oui. service, il n'est pas matérialisé par Ouais, tu as un un produit tech flacon. sur lequel tu as des services. C'est ça, non? Exactement. Ouais. C'est un produit tech sur lequel tu as des services. Mais le service est un produit aussi. Donc D'accord. effectivement, tu es dans la même lignée. D'accord. Et comment je bascule là-dedans? Tout simplement, après ça, il y a eu LVMH, il y a eu Luxe, il y a eu plein de choses. Où là aussi, c'est un énorme apprentissage, une qualité d'exécution et d'un sens du service Ouais. élevé. Donc ça, tu vois, tu gardes ça en termes de valeur. Et ce qu'il n'y a pas beaucoup dans l'immobilier, en rapport d'étonnement, ce que j'ai vu, en fait, je trouve que on a tendance à ne pas valoriser ce qu'on fait. Mm. Finalement, je vois que les acteurs, la prise de parole, c'est souvent en fait faire du pas cher, faire du pas cher, faire du pas cher. Presque on s'excuse du travail qu'on fait, alors qu'il y a une vraie valeur ajoutée sur le travail qu'on fait, et on cherche juste à casser les prix. Alors qu'en réalité, il y a un véritable service, et ce service, il a une valeur, et on devrait le remettre en avant, je le trouve, en tout cas du côté de l'immobilier. Mais pour ça, il faut aussi accepter de se dire, je vais commencer à bien servir mes clients, que ce soit les locataires et les bailleurs, les deux. C'est un gros sujet, ça. Hein. C'est un énorme sujet. Ouais. Mmh. Non, parce que ce que Ouais. tu dis, c'est vrai, parce que c'est vrai que les dernières années où on a vu émerger des boîtes, c'était plutôt des boîtes, alors je parle que ce soit la transac et la gestion locative, c'est la gestion locative à 4 ou 5%, ou la transac à 3%, 4%. C'est vrai que c'est un peu nivelé vers le bas. Ouais. Et il y en a pas qui ont dit, en tout cas, qui ont dit coucou, on se met à 15% et vous allez avoir un service de malade. Tu vois, c'est à contrario, on Mmh. pourrait prendre l'extrême. On pourrait Il y en prendre a à l'extrême. 15%, mais t'as pas forcément le service qui va derrière. C'est là où c'est pas aligné en fait. À 15%. Et... Ouais, 10%, tu as des grosses marques très connues dans la gestion locative depuis longtemps qui sont des énormes acteurs type d'agences immobilières Ouais. ou de gestion ou d'ADB, d'administrateurs de biens, qui sont à 10-12% quand tu payes à date fixe, etc., avec des services comme cela. Mais malheureusement, il y a aussi pas tout le service qui va derrière. Et quand je dis service, c'est être à l'écoute de son client. En fait, il y a quelque chose, je trouve, par rapport à qui est très descendant en fait. C'est moi qui, à partir du moment où vous me confiez votre bien, moi c'est ce qui m'a un peu surpris dans le monde de l'immobilier, c'est moi qui décide et ça sera comme ça quoi en fait. Alors Le soit ça sera propriétaire, le gestionnaire, ça le sera gestionnaire. vis-à-vis du propriétaire. Je prends votre bien, je vous le gère et si je vous le gère, c'est moi qui vais décider de tout, je vais vous l'imposer puis je vous à la fin suivant évidemment des règles juridiques ou administratives que je vais appliquer et en pensant bien faire, certes, Ouais. mais en ne concertant pas le propriétaire. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu avais des gens qui faisaient de l'IMO ou de près ou de loin, ou des gens peut-être autour de toi qui avaient, je sais pas, des biens en gestion, qui investissaient, pas qui investissaient ou pas, mais c'était quoi ton lien un peu avec l'immobilier avant de créer Coolock? Oui, j'en avais un peu autour de moi, mais j'écoutais de loin en fait dans la Toi, famille. t'as investi un peu, t'as fait des trucs ou pas en IMO ou pas du tout, non? Ouais, alors pas en investissement locatif, mais Ouais. effectivement, mais bon,
résidence principale et effectivement, j'ai surtout, moi, conçu un co-living chez moi. C'est ça qui a été un peu à l'origine, Ah de tu m'en as pas parlé de ça. C'est quoi? Tu as créé un co-living, j'ai c'est-à-dire? pas raconté ça? Je me souviens Non, plus. non, non. On a discuté de beaucoup de choses, mais ça, non, mais tu vois, c'est ça C'est la comme ça que genèse. j'y suis venue. C'est comme ça Et que j'y voilà. suis venue. Donc, Et je oui, oui, non. travaillais dans le luxe, comme beaucoup de personnes. À un moment, je divorce, et puis je me dis, ouais, c'est un petit peu compliqué d'arriver à tout gérer. Et soit on paye une babysitter hyper chère, soit je faisais, je vais te parler crûment, ça va te faire rire, comme mes copines, et je me trouvais vite fait un mec, mais ça changeait tous les 6 mois, puis les enfants, ils sont déglingues. Soit tu te dis, tu fais les choses correctement, tu vas considérer que la personne qui change tous les 6 mois, ça va plutôt être un colocataire, et puis prendre le temps de trouver la bonne personne pour rebondir, je déteste refaire, poursuivre ta vie. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée dans cette situation et je me suis inscrite. Enfin, j'ai commencé à me dire, bah tiens, si je prenais un colocataire à la maison, j'ai regardé les sites de colocation, ça remonte, hein, c'était parce que le coloc est bien Ah ouais, après. mais je pense qu'au fur et à mesure de l'épisode, on va savoir ton âge. Ouais, enfin, Les ça gens vont remonte pas faire des trop quand même. déductions. Ça remonte pas trop. Et donc, je commence à regarder les sites et là, je me dis, mais en fait, c'est horrible. On parle qu'il y a des gamins qui ont 20 ans, je me Ouais. sens pas du tout. Mais de toute façon, la réaction aussi, quand je l'ai fait derrière, hein, j'ai bien vu la société autour de moi qui m'a dit, mais t'es complètement cinglée, tu prends un coloc, mais t'es folle, hein, ça va pas bien avec tes enfants, etc. Et donc, il y avait on s'adressait aux jeunes. Ensuite, on ne parlait d'abord et avant tout pas des gens qui étaient dans le co-living ou la colocation, mais que du bien, avec une photo, 4 murs, une chambre, un lit, etc. Et je me disais, bah, finalement, avant le mur, enfin montrer les murs de chez moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir avec qui je vais habiter. En fait, c'est surtout ça, Bien la sûr. rencontre. C'est ça qui était intéressant. Parce que Ouais. je peux comprendre aussi ton entourage. Tu te sépares. T'as combien d'enfants? Un ou deux? J'ai deux enfants. Ouais. Donc 2 enfants, donc ça veut dire tu as une chambre pour toi, tu as une Ouais. chambre pour chacun de Les tes enfants, enfants, on ouais. va dire, Ouais. allez, il y a 3 chambres. Ça veut Mhm. dire que tu avais une 4e chambre, on est d'accord? Non, ça veut dire que temporairement, tu mets les enfants ensemble et tu libères une chambre. Ok, Puis en fait, j'ai conçu différemment. C'est un peu les prémices du co-living. J'avais la chance d'avoir un bien qui pouvait s'aménager de différentes façons. ok, Et cette chambre-là, je l'ai fait à moitié indépendante. C'est-à-dire, tu pouvais rentrer dans la maison, mais tu pouvais aussi rentrer directement à l'extérieur et avoir d'accord. ton entrée. Et j'ai eu cette chance-là, mais ça a été aussi les prémices de penser toutes ces histoires de co-living. Et la personne pouvait avoir aussi un peu son indépendance, au moins pour ce qui était salle de bain, toilette. Mais on avait, comme dans les co-living, la cuisine, la grande cuisine, salon, Ouais. etc., partagé. Grand, c'était pas forcément hyper grand, hein, je suis parisienne, donc voilà. Mais tu vois, le premier effet, la première fois que j'ai mis une annonce comme tout le monde avec les photos de mon bien, je me suis retrouvée avec 100 personnes dans l'escalier et là, tu as juste envie de vomir. Tu as dit, mais qui sont ces gens? Je ne sais pas qui c'est. En fait, je vais habiter avec eux, donc évidemment, ils sont très intéressés par mon logement. À partir du moment où c'est pas bien entretenu, que c'est bien situé, que c'est pas trop moche, tout le monde cherche à louer. Mais en fait, tout le monde cherche à louer. Ok, mais moi, j'ai envie d'habiter avec qui? C'est ça la vraie problématique, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, il faut renverser le truc. Donc, je suis allée sur un autre site où là, j'ai publié la photo de moi et de mes enfants. Je n'ai pas du tout dit où on habitait à part qu'on était à Paris. J'ai dit, bah, nous, nos habitudes de vie, c'est ça. On aime jouer au Scrabble le soir ou je sais pas quoi, à la bonne paye. Et on est plutôt couche-tôt. On déteste tel genre de film. On n'aime pas jouer aux jeux vidéo, mais on aime ci, etc. Enfin voilà. On aime Et les là, pop-corn et les dessins et Walt Disney. on est hyper maniaque sur ça, on n'est pas maniaque sur ça, etc. Et là, tu as déjà beaucoup, beaucoup moins de monde qui t'écrit, je te rassure. Hein. Ouais. Et mais déjà, les enfants, ça faisait pas peur? C'est marrant, vous dites tout ça, mais pourquoi non, mais attends, Virginie, attends. Le truc, c'est que moi, j'ai deux filles. Tu viens habiter avec mes 2 monstres, là? Je te garantis que les gens, ils repartent. Hein. Quoi, elles sont gentilles. Je brode un peu, mais ça vit, ça bouge. Je pense que peut-être justement cette façon de penser, tu reparlais du marketing sans frontières, m'a sûrement beaucoup aidé dans ma vie. Ouais. Et cette vision aussi entrepreneuriale d'imaginer, ou de ne pas être choqué par ce qui choque beaucoup de gens en fait. D'accord. Et heureusement, parce que c'est ce qui m'a permis d'aller dépasser des choses, des frontières, là où d'autres peut-être seraient restés sur l'existant, parce que finalement, quand tu entreprends, tu construis, tu vas au-delà de ce qui existe pour proposer de nouveaux services, de nouvelles opportunités, de nouveaux océans pour les gens en fait. En tout cas, tu casses des murs, tu casses la glace quasiment tous les jours. Ouais, ça c'est sûr. Exactement, mais sans douleur pour des gens comme moi, donc tu vois, ça va.
c'est facile. Non, mais Parce que je vois pas où est le problème, moi. Donc, tu vois, ça me Eh facilite ouais, la vie. mais moi je me mets parce que juste bon sans blaguer, mais le contexte c'est quoi? C'est quelle année? Parce qu'en fait, je te pose cette question parce qu'en fait Mm. le co-living c'est ça, allez, ça date, On va en allez, reparler de pourquoi c'est récent aussi, parce ouais. que le co-living pour moi a vraiment explosé avec l'une, alors je sais pas si on peut les citer ou quoi, mais une grosse boîte là parisienne qui a Ouais. de, on va les citer, il s'appelle Colonize, Colonize, ouais. qui pour moi, en fait, moi j'ai vu les prémices du co-living aux États-Unis, d'accord, parce que c'est eux qui ont un peu insufflé ça. Mhm. C'est 2015, 2016, 2017, Colonize se monte, d'accord, Mhm. et c'est eux qui ont un Un peu plus peu tard, je crois. plus tard. Ah oui, je pense. Faut que je regarde, mais un peu plus tard, je pense, ouais. Ok, mais pour moi, c'est un peu eux qui ont vulgarisé un petit peu que ce mot co-living. Et Mm. alors, même s'ils ont commencé par la coloc, voilà, on va pas refaire leur histoire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est eux, pour moi, qui ont un peu insufflé ça d'un truc un peu parisien. Voilà, pour moi, hein. C'est un Oui, oui, marqueur parce que temporel que j'avais. Ouais. tout à fait, parce que derrière, ils ont eu des moyens et aussi il y a eu un sous-jacent juridique qui a beaucoup aidé. Je t'en avais parlé à la loi Tout à Elan, j'ai fait. eu Ouais. la chance de participer. C'est la possibilité de louer à la chambre de 9 mètres carrés, là où avant c'était 15 mètres carrés. Donc On va en 15 mètres parler. carrés On va en parler de tout ça. dit que tu es obligé de louer ton logement en entier. 9 mètres carrés, tu es comme un studio et tu peux reconstituer des studios à l'intérieur d'un grand logement. Ça a quand même vachement libéré le marché. Et je te parlais du parallèle avec Blablacar. Tout Mm. d'un coup, tu te dis, bah mince, je peux structurer ça. Et ce covoiturage que tu organisais de façon un peu empirique en disant le voisin du voisin ou une annonce à la boulange qui part sur Paris tous les jours que je peux emmener, etc. Tout d'un coup devient possible avec des inconnus parce que tu vas pouvoir déjà, c'est ce qu'on a fait chez Cooloc, créer une communauté, et tu as le sous-jacent juridique qui te permet d'emborder une personne par une personne dans les logements, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, tu étais obligé d'être Mm. tous ensemble avec une Ouais. clause de solidarité, ce Ouais. qui veut dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de s'engager comme ça. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus lourd comme engagement, alors que Mm. là, c'est easy to check-in, easy to check-out, chacun vit sa vie, tu pars quand tu veux, tu rentres quand tu veux, tu as juste une responsabilité commune sur les parties communes. Ouais. Mais Voilà, bon, mais la genèse, quand même, pour terminer mon raisonnement, c'est qu'en fait, tu te dis quand même, femme célibataire avec 2 enfants, je vais faire une sélection de candidats. Alors, homme ou femme, peu importe pour toi, du coup. oui, ouais. Parce que tu vas pas me contredire, mais quand même, tu as beaucoup. Tu as des profils qui veulent exclusivement, alors des hommes, ça j'ai jamais vu, mais c'est souvent 100% filles dans des colocations où, que nous, en tout cas, on peut voir. C'est souvent ce Tu cas-là. veux dire Toi, de la part des locataires? tout à fait, ouais. Mais toi, Bon, tu pas du t'es. tout. Je peux dire qu'on ne le constate pas du tout sur le terrain et on Ah en a ouais? de nombreux colocataires et on les voit tous les jours. Tu serais très T'as pas de, étonné. de genre de filles colocataires qui te disent je veux que des filles dans la coloc? Ça arrive rarement et c'est pas du tout notre bonne clientèle. C'est pas une D'accord. clientèle. Je veux dire, Alors, à je dis pas que ça partir arrive du tous les jours, hein, moment, mais on a la demande quand même. ça arrive Ok. rarement et c'est pas notre clientèle et c'est pas le mindset de notre colocation, de notre plateforme, pardon, de notre communauté. Et je D'accord. pense que tout notre tunnel de transformation et les valeurs qu'on porte fait qu'on a les gens qui nous ressemblent. Et dans les gens qui nous ressemblent, c'est des gens qui sont ouverts et c'est pas du tout leur souhait. Et en fait, tu peux pas te mettre autant de conditions à partir du moment où tu as choisi l'habitat partagé. L'habitat partagé, tu te lances dans une aventure où tu vas commencer à partager les choses. Si tu commences à dire je veux partager, mais pas avec ci, pas avec ça, pas avec machin, pas avec truc, en fait, ça va pas le faire. C'est l'inverse. C'est toi qui Ouais. t'adaptes au contexte et pas le contexte qui s'adapte à toi. Si t'as pas ce mindset, bah, prends un studio. T'es pas fait pour ça. T'es pas fait pour la vie en. Alors, ce que tu dis, c'est dingue parce que nous, on le constate, hein, et tu vois, ce que je dis souvent, moi, je dis alors nous, on fait pas de, alors, on n'a pas de, on gère pas de co-living parce que j'aimerais bien aussi que tu m'expliques la différence entre colocation et co-living parce que on n'a pas qu'un un auditoire de Parisiens Ouais. ou grandes villes, il faut aussi qu'il y a un auditoire provincial. Mm. Mais tu vois, moi, je dis souvent aux gens, je dis, la coloc, c'est un état d'esprit. Si vous venez, c'est que vraiment, il faut partager WC, salle de bain et cuisine. Il faut vraiment Mm. se mettre dans cet état d'esprit, dans ce mood-là, De parce que là, sinon, ça ne marchera pas. ouais, parfois, nous, justement, c'est ça. Au co-living, colocation, il n'y a pas de frontière juridique. Hein, c'est la même base juridique, la base juridique est la même. C'est une différenciation marketing de produits. Le co-living, tu vas aller plus vers des salles de bain et WC indépendants. Donc, une forme d'indépendance pour une cible un peu plus adulte et un peu plus servicielle. Ouais, Et on peut rajouter une surcouche de services, ménage dans les parties communes, et même des marques de co-living ouais, vont marketer beaucoup d'hospitality et le management sur place, la CASA qui anime beaucoup ces communautés, Colonies et ouais. d'autres.
qui vont effectivement être très présents sur l'hospitality. Donc moi j'ai des bailleurs qui ne sont pas des marques et qui font du co-living, hein, parce que tu as une salle de sport, tu as des services supplémentaires, c'est juste du marketing. Il y a pas de sous-jacent juridique pour séparer l'un de l'autre. Ouais, Finalement, ouais, tu as c'est une raison. histoire de marketing. Ouais, ouais. Après, dans les faits, quand même, il y a une différence quand même servicielle, c'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, c'est quand même WC, salle de bain séparés, indépendants, avec en partage des espaces communs. Quand même, Oui, c'est un c'est un peu peu la, la définition qu'on ouais, a tous fait de se dire, bah voilà, ouais. c'est plus haut Mais de c'est pas écrit dans gamme. les textes, c'est ce que tu dis. C'est pas écrit dans les textes, c'est plus haut de Ouais, gamme. Et d'ailleurs, c'est venu aussi avec la possibilité de louer à la chambre de 9 mètres carrés. Du coup, tu as naturellement la cible adulte qui était là, qui était présente, qui était en demande, qui s'est naturellement intéressée à ce genre de produit. Et donc, ça va avec. À ouais, partir du moment où tu as une cible adulte et que tu peux louer à la chambre individuelle, bah, cette cible, elle a tendance à vouloir sa salle de bain et ses toilettes privatives. Elle a un budget qui est plus élevé. Mais par contre, elle veut de grands espaces partagés. Et ça aussi, je dis souvent, j'ai des bailleurs qui ont privilégié faire des grandes chambres agréables avec une salle de bain, des toilettes, etc. Mais du coup, qui nous ont fait des parties communes totalement réduites avec juste une cuisine, par exemple, de 15 mètres carrés et puis tout se passe dans les chambres. Et bien ça, par exemple, sur la communauté coloc, c'est pas des produits qui fonctionnent et ça fonctionne pas parce que nous, on a des gens qui viennent pour ces parties échanges et qui veulent, ok, un peu de l'intimité, mais ils n'ont pas besoin d'avoir une grande chambre, ils veulent pas une grande chambre, mais par contre, ils sont très regardants sur les parties communes. Est-ce qu'il y a des d'accord. endroits où on peut être tous ensemble, où on peut bénéficier aussi d'espaces du coup plus grands, tout le monde n'est pas là en même temps, donc quand tu es seul, bah, tu as de l'espace, hein, tu respires. Donc ils sont prêts à avoir des chambres où ils passent pas beaucoup de temps, une partie privée plus limitée, plus petite, un temps privé, je veux dire, et puis des parties communes et de l'échange. Ils viennent pour ça. Ils viennent pour. Ok, et ben écoute, c'est quoi? Ça fait les transitions pour rentrer dans le réacteur Cooloc. Ça te Ouais, va? C'est-à-dire exact. qu'en C'est gros, ça qu'on Cooloc. cultive chez nous. Et voilà, parce qu'en Mm. fait, moi, ce qui m'a intrigué, comme je t'ai dit, alors on se connaissait pas du tout quand j'étais client. Et c'est bien dommage parce que du coup, Je l'ai pas eu directement, mais j'aurais pu ouais. t'appeler. Mm. Mais le truc, c'est qu'en fait, moi, ce que j'aimerais vraiment comprendre, c'est, tu as construit Cooloc suite à ton expérience personnelle. Donc Ouais. ça, c'est une chose. J'ai pas fini, je te raconterai parce que c'est pas que l'affinitaire. Après, effectivement, c'était Ok, aussi quel bail tu fais, quel contrat tu fais, et puis comment tu simplifies la vie au bailleur pour que dans ce type d'habitat qui, du coup, qui est intéressant en termes de rentabilité, complexifie les choses, mais qui est hyper, la conséquence et l'inconvénient, c'est que c'est lourd administrativement. Donc, comment tu o- allèges les choses? Donc, voilà. ok. Bah alors, je vais te laisser développer, mais moi, je veux quand même valider l'aspect communauté. Parce que Ouais, j'ai l'impression que tout c'est à quand même fait. le cœur un peu C'est le cœur. voilà. Mm. Mais moi, alors je vais te provoquer un peu, Virginie. C'est voilà, Ouais. c'est bienveillant, mais c'est qu'en fait pour que les gens comprennent, parce que moi j'ai Mm. investi dans des colocs, j'ai fait pas mal ce type de produit pour des clients, donc c'est Mm. un produit que honnêtement je maîtrise. Voilà. Après et l'aspect communauté, je te rejoins à 2000%, c'est quand même l'élément clé. Par Mm. contre, c'est l'élément punaise, et là c'est l'élément le plus difficile. En colocation, je trouve que l'aspect communauté, pour moi, il n'est pas inexistant, quasiment inexistant, sauf quand tu arrives dès le départ à insuffler quelque chose. Si tu arrives à insuffler en colocation de suite un matching, un truc, la coloc, elle le part, mais elle est nickel. Par contre, si tu Mm. commences dès le départ à avoir une brebis galeuse, un mec qui fait pas le ménage, une personne qui laisse traîner ses affaires, mais en 6 mois, ta coloc, elle part en vrille. Alors que j'ai Mm. l'impression qu'en co-living, déjà le produit de lui-même induit un certain état d'esprit, qui est Mm. complètement Ouais, différent que non, la colocation. non, c'est la même chose. Bon, il y a débat. T'as exactement la même chose Ouais, en co-living. Et effectivement, c'est la capacité de l'équilibre de la communauté. Et je pense que pour ça, il faut faire un énorme travail préparatoire qu'on fait chez Cooloc. Tu passes par ouais. tout un tunnel, ensuite tu as Customer Success, on parle énormément, etc. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que de ce que tu fais et dans quoi tu t'engages? Donc il y a déjà tout cet avant. Il y a ce choix du colocataire avec qui tu vas vivre, c'est-à-dire que tu choisis pas juste un logement et une adresse. C'est un mix entre le logement, mon budget, l'adresse et les gens qui sont dedans. Et moi, je vois beaucoup de colivers qui ont changé totalement de ligne de métro. Ils étaient au RER A à l'est. Je parle de Paris, par exemple. Et ils Hmm. partaient à l'ouest complètement. Tant pis, ils se disaient, c'est pas grave, j'ai 10 stations de plus, mais l'équipe me convient vachement mieux là-bas. Donc, ils choisissaient leur équipe. Donc, ça, c'est hyper important aussi de savoir avec qui on va vivre et pas juste prendre une chambre et pas savoir avec qui on va habiter. On revient à l'histoire
des gens dans l'escalier chez moi où là c'était juste pas possible, je voulais même pas. Il y avait sûrement des gens très bien, mais j'avais envie de parler à personne. On n'avait même pas eu l'occasion de faire connaissance avant. Donc Mais c'était nous, tout le monde. quand tu dis sans demande pour chez toi, quand tu as fait la genèse du projet, c'est réellement Oui. sans? Ah bah oui, bah forcément à Paris, tu montres un truc qui est pas trop moche, qui est pas trop Ok. cher, t'imagines le Ouais. nombre de personnes que tu Parce as que du coup, tu as qui mis veulent ta venir chambre à combien? visiter. Tu as mis C'est ta 500 €, je crois. 500 euros. Ah oui, 500, ouais. d'accord. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ouais, non, Bah, nous, t'as encore, hein, aujourd'hui, tu sais, Paris, c'est plafonné, hein, donc t'as encore aussi des petits studios à 100 €, etc. 100, D'accord. 600 €, quelque chose comme ça. Les prix de départ, je sais plus. Après, j'avais D'accord. un peu monté, mais Ok. pas beaucoup. Mais de toute façon, peu importe, c'est ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure, des demandes pour louer, t'en as une quantité astronomique. Après, c'est qui est la bonne personne en termes de profil, en termes de mixité, en termes de dossier, en termes de comportement, puis en termes même, souvent les gens ils n'ont pas réfléchi, ils postulent à un endroit, c'est à 1h30 de leur boulot, mais juste parce qu'ils ont peur de ne pas trouver quelque chose. Il y a quand même un problème, franchement, au niveau de l'accompagnement des locataires que nous on constate tous les jours, qui savent pas chercher, ils ont besoin d'être coachés pour ça. Donc nous Ah on ouais, travaille ouais. aussi beaucoup ça. Ils n'ont pas notion de ça va leur coûter autant de temps de transport, est-ce que c'est un bon choix, est-ce que je ferais pas mieux quand même de réfréner mes rêves d'être dans tel quartier, mais de prendre quelque chose un peu plus proche parce qu'au quotidien, etc. Cette notion de, tu leur poses la question à tous, quel budget souhaitez-vous mettre? T'as aucun locataire, mais t'as 2% des locataires qui est capable de te répondre. Tous te disent, bah, je sais pas, c'est vous qui allez me dire, je gagne tant. Ah ouais, Ils ont sérieux? pas, ah bah totalement, ça c'est mon quotidien, je peux te le dire. Oh Nous, nos punaise. équipes. Hein. Donc, tu as cette préparation déjà à trouver le bon lieu, enfin le bon mix sur tous tes critères et principalement les critères humains chez Coloc Ouais. qu'on surveille énormément. Donc, ça, es-tu prêt à ça? Sais-tu dans quoi tu t'engages? Donc, tu as toute cette transformation de la communauté. Tu peux parler à plein de gens dans la communauté pour leur parler de leur expérience avant de te lancer ou tu te lances directement. Mais quand tu te lances, tu vas voir avec qui tu vas habiter. Tu peux échanger avec eux. Donc, tu vas te dire, oh là, non, mais alors Ça, déjà, c'est sur la 3 mots, plateforme. c'est sur la plateforme. Il m'énerve ou quoi que ce soit. Et puis ensuite, tu as tout cet esprit de transformation où nous, on va te baigner au moment de la signature de ton bail sur toutes tes responsabilités en termes de locataire, mais aussi on va t'apprendre aussi toutes tes responsabilités en tant que colocataire. Donc on va te parler d'une charte d'un vivre ensemble général chez Coloc, et ça c'est avant d'entrer. Et ensuite, dans le suivi et ta vie tout au long de ta communauté, Coloc est là. On est pour le locataire ton soutien conseiller administratif, juridique, c'est ta difficulté, mais on est aussi le médiateur entre toi, le bailleur, et éventuellement les colocataires. On le fait pas tellement, ça arrive ponctuellement, mais on a un savoir-faire pour aller décoincer un truc qui ne fonctionne pas. Quelqu'un qui a un mauvais esprit et puis le reste de la communauté n'ose pas s'affirmer par rapport à ça, donc on aide à remettre les règles en place, etc. Et on n'est pas présent sur le bien. Je dirais que le travail ensuite d'hospitality, on travaille aussi en partenariat avec nos bailleurs ou avec les marques de co-living ou autres, parce que l'hospitality, c'est ça leur métier, c'est à eux de le faire. Donc ensuite, on va s'appuyer sur des gens qui sont sur place pour aussi faire un travail sur place. Mais ils sont pas seuls. Et on les aide beaucoup. Et le fait d'être loin et d'être tiers de confiance nous aide beaucoup quand on est embourbé. Et puis c'est une charge mentale vis-à-vis de ses locataires. Il y en a un qui vous dit ça, l'autre qui vous dit ça, etc. Ça vous saoule. On n'est pas forcément capable de faire la bonne chose, etc. Bah, je dirais que nous, on est un peu le médiateur à qui les locataires parlent, le bailleur parle, et on arrive à dénouer énormément de choses, et on l'a vu, ça fonctionne en fait. Après, j'ai envie de dire, c'est comme aussi la copropriété. La différence, c'est que là, les gens vivent ensemble, donc on arrive beaucoup plus à avoir une prise Mm. sur eux, parce qu'effectivement, ils partagent quand même leur salon, leur cuisine, leur salle de bain, et qu'à un moment, il faut que ça change. Et puis, on l'a constaté dans la durée, je te dirais, quand on le surveille bien et qu'on applique bien les règles, la vie en communauté, c'est quand même celui qui fait suer, il est minoritaire souvent. Oui. Et les autres vont être capables de prendre le dessus sur lui, on va les aider pour prendre le dessus et faire que soit le minoritaire rentre dans l'ordre, soit il sort. Oui, oui. La majorité du temps, oui, je te rejoins. Ouais. Mais tu vois, une équipe de colocataires seule face à ce type de problématique aurait tendance à être un peu démissionnaire. Ouais. Ils nous appellent, coachés par nous, c'est quelque chose qu'ils arrivent à prendre en main. Parce que du coup, c'est quoi le produit Coloc? Parce que là, tu dis que tu travailles pour des marques de co-living. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, ils vous délèguent la gestion locative, c'est ça? Oui, mais ce que tu appelles gestion locative, toi, la traditionnelle, c'est tu fais tout, l'entretien, etc., etc. Non, nous, on fait les flux de matching, les flux locataires, et sur ces flux locataires, les flux juridiques, administratifs, financiers et assurantiels.
Donc, on garantit au D'accord. bailleur tout ça, lui amener des candidats pour lesquels on va payer à date fixe tous les mois, comme ça, il ne se prend plus la tête sur cette partie financière. On a notre rôle de courtier, hein, et après, tu vas me dire, il n'y a rien d'étonnant. Il y a la façon dont on fait bien son métier de courtier, j'ai envie de dire, auprès des clients. Le flux de locataires qui ont cet esprit du partage, cette communauté de confiance qu'on a validé, le fait qu'il y ait eu un choix entre ces locataires avant, donc tout ça tu t'en décharges, et une fois qu'on les a, on te paye à date fixe, donc ces flux financiers, les flux assurantiels, en cas de difficulté sur tout ce qui concerne la MRH et la PNO, on reprend notre rôle de courtier en one-stop shop et on est là pour gérer tout ça. Et puis on a la vision transversale, tu ne dois pas avoir 12 000 acteurs, 12 000 intervenants, on est le même interlocuteur pour tout le monde. Et les flux juridiques. On est conseiller administratif et juridique, à la fois pour les locataires en cas de difficulté, mais pour les bailleurs également, sur tout le suivi et la gestion de leurs biens. Je sais pas, tu vois, j'ai eu un bailleur qui m'a peu de temps m'a consulté, m'a dit sur Paris, voilà, moi dans mon bail, dans le bail coloc, il est bien inscrit que la sous-location c'est seulement avec mon accord. Je suis passée dans le co-living, j'ai fait une petite réunion avec tout le monde. Je sens que tout le monde s'en fout et que de toute façon ça se fera dans mon dos parce que je serai en vacances et que personne ne va checker. Est-ce que vous pouvez m'appuyer là-dessus? On a fait partir un courrier juridique rappelant les obligations du locataire, disant que le bailleur ne souhaitait que ça soit pas fait, soit pas appliqué, et qu'on serait là pour surveiller, et qu'on va surveiller tout le mois d'août, et qu'on fera peut-être un passage surprise par l'intermédiaire. On a la femme de ménage qui peut passer sur les services, ou bien nous un appel, ou bien etc. Et que donc on les encourage à respecter les règles dans leur intérêt, dans notre intérêt. Là, c'était dans ce cas-là, mais ça aide beaucoup le bailleur qui part en vacances et qui se dit bon, voilà, j'ai quelqu'un qui veille sur moi, sur le respect des choses pendant mon absence, et on a un respect mutuel dans notre communauté. Nos locataires, on est leur garant, on est là pour les aider eux aussi quand ils ont des difficultés face à un bailleur qui ne rend pas le dépôt de garantie ou qui ne fait pas une réparation, etc. On est aussi leur support juridique administratif. On est vraiment le médiateur dans ce rôle, et on a la confiance de nos locataires. Donc vraiment, quand on leur demande de ne pas faire quelque chose, ils respectent. Et quand on en arrive au bras de fer ou au conflit, ça nous arrive rarement, mais ça peut arriver, on décharge le bailleur de cette charge mentale. Voilà, c'est nous qui allons prendre en charge ce contentieux de A à Z. Et lui, il peut partir, je pense par exemple à un de nos bailleurs qui malheureusement a une difficulté. Lui, il part en vacances tranquille, il est payé. Et nous, on gère ce contentieux qui lui pose tant de soucis au-delà, parce qu'évidemment, ça va créer des nuisances pour les autres locataires et on est en train de sortir l'affaire là. Mais c'est où vos limites de prestations par rapport à une gestion locative classique? En fait, j'ai l'impression que... La gestion, elle va se concentrer sur l'administratif peut-être. Nous, on va être aussi sur l'humain. D'accord, vous allez en plus, en fait, vous allez plus Ouais. loin que la gestion Oui, locative classique. Par contre, ouais. Nous, alors déjà, on n'est pas sur place. On va le faire, tout ce qui est visite, état des lieux et entretien. Soit c'est le bailleur, soit c'est la marque de co-living, soit c'est l'agent immobilier quand il nous fait la délégation de mandat qui est sur place. Okay. Soit, si le bailleur veut une offre globale en B2C, on va travailler avec des partenaires locaux et qui sont eux sur place. Donc nous, coloc, on n'est pas sur place. D'accord, ok. Donc vous avez un fonctionnement un petit peu de nourrice aussi, non? Un petit peu, non? Alors c'est pas la nourrice, c'est de la délégation de mandat pour les agents immobiliers. Pour les marques de co-living, ça va être cette délégation aussi. On va co-gérer avec eux, on va co-administrer avec eux, et on va être un support sur tous ces aspects-là qui va leur donner une forme de puissance et de prise de parole. C'est plus facile que quand on est tout seul face à ses locataires. Nous, on gère beaucoup, donc on a des vrais services. Et à distance, ça se fait bien? Parfaitement. D'accord. Ouais, tout à fait. Et surtout, on ne travaille jamais seul. On travaille en partenariat avec la personne qui est sur place. Ouais. Avec le bailleur, avec son concierge, si on lui a mis un concierge parce qu'il est en offre de gestion totale, avec l'agent immobilier ou avec la marque de co-living. Et on va travailler main dans la main. Déjà, il ne se sent pas seul face au problème. Nous, on va avoir les outils juridiques et financiers. Et lui va pouvoir faire un complément local pour faire le complément. D'accord. Voilà, je sais pas, il m'est arrivé de demander à un bailleur de dire à un locataire avec qui on négocie en disant c'est plus possible, je parle du fameux locataire, on n'a pas beaucoup, voilà, qui est dans une situation personnelle, vraiment, je pense qu'il est en termes de santé un peu en désespérance, donc évidemment il y a tout qui va avec, etc. Donc nous, on a réussi à recréer un lien humain avec lui, d'obtenir sa confiance et de l'accompagner sur une sortie, etc. Il nous manquait d'obtenir le numéro de sa mère et
communiquait pas, il n'était pas si jeune que ça, il a 28 ans, mais on voulait le numéro de la famille. Le bailleur, je lui ai dit, les yeux dans les yeux, passez sur place, dites-lui, je voudrais le numéro de votre maman, donnez-le-moi. Le bailleur s'est exécuté dans son intérêt, dans notre intérêt, il l'a fait. On a obtenu le numéro de sa maman, on a pris contact avec la maman et on a réussi à obtenir la fin de la médiation et la sortie de ce locataire. D'accord. Ouais. Mais ce qu'il y a, On c'est que je va pense qu'il y faire a... un travail humain qui Oui. n'est pas juste un travail administratif que ne vont pas faire des acteurs traditionnels parce que c'est notre communauté et parce qu'on a un lien fort avec notre communauté. Ah, ça, je te rejoins. Nous, nous, on le voit. Ce côté-là, on le voit qui est totalement absent de beaucoup de gestionnaires, mais énormément. Ouais. Parce que souvent, tu vois, on dit qu'une agence immobilière s'apprécie au nombre de lots. Eh ben, tu as un lot, en fait. Et exactement. C'est ce que je te disais à un moment dans la conversation tout à l'heure, quand je te disais qu'on ne s'occupait pas de la satisfaction du client. Ouais. Ben, c'est ça dont je te parle. En fait, avant les chiffres, c'est une satisfaction qui compte. Et de toute façon, c'était hyper vertueux. Parce que quand tu vois que nous, on s'est fait sur, en fait, que du referral et des clients qui ont été tellement soulagés, satisfaits de ça, qui nous ont amené un client et ramené un client et re-ramené un client, puisqu'on en parlait avec les difficultés entrepreneuriale, de l'aventure entrepreneuriale qu'a rencontré Coolock. Finalement, on n'a jamais commencé notre marketing, on le commence là, ce mois-ci, notre marketing et notre communication. Donc, tout s'est fait avec un moteur qui fonctionne bien, mais avec une carrosserie pas du tout mise en valeur, customisée, travaillée ou quoi que ce soit. Et on a vécu du referral de nos clients qui ont eux-mêmes investi dans Coolock. D'accord. Ça a été leur décision, donc ça a été chouette pour une bonne partie de nos bailleurs, enfin certains bailleurs, et qui nous ont amené plein de clients. Et c'est ce que je te disais, j'ai un client que j'aime beaucoup qui m'a appelé une fois et qui me redit régulièrement, qui me dit: Virginie, si Coolock s'arrête, j'arrête la colocation. Parce que on est dans le service entreprendre, pour pas plagier faire mais pour le citer plutôt, Simoncini, un jour je l'entendais et il disait finalement entreprendre c'est rendre service à un client. Et notre rôle chez Coolock, c'est d'être dans cette veine-là et de rendre service à nos clients tous les jours. Ah bah, je peux te garantir qu'il y a beaucoup de boîtes en France qui n'ont pas compris. Hein. Voilà, mais moi c'est ma conception de l'entrepreneuriat, du service tel que je l'ai vécu dans le luxe ou également dans mon éducation professionnelle, mais aussi dans mes valeurs personnelles et mes croyances personnelles. Et je pense que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est aussi pour ça que certains de mes collaborateurs et salariés chez Coolock, quand ils sont arrivés, au début, m'ont regardé en me disant: mais attends, tu mets ton client dehors, t'en veux plus, etc. Je dis oui, parce qu'on est partenaire. Moi, je le respecte. Mon but, c'est qu'il se développe. C'est de lui rendre service, c'est de le soulager, c'est de faire qu'il se passe bien et qu'il soit content. Mais son but, en retour, enfin son devoir, c'est de me respecter tout également. Voilà, et de me faire confiance, comme moi je lui fais confiance, il doit me faire confiance et on doit être partenaire. Et je ne suis pas juste un service et un prestataire à qui il parle en donnant des ordres, en parlant mal, en disant pas bonjour et en critiquant tout, sans chercher à comprendre et sans travailler en tant que partenaire. Donc ces gens-là, tu as beaucoup viré depuis que... On en a viré, oui, des gens qui soit respectaient pas leurs obligations en tant que bailleur, soit à qui je disais: mais en fait, vous me parlez tellement mal, vous parlez tellement mal à mes équipes, à nous, Coolock, vous nous parlez tellement mal, en fait, on ne va pas pouvoir travailler. Soit on se parle correctement, on s'écoute, et on travaille ensemble, et on est partenaires, vous et moi, soit vous me considérez comme un service pas cher, à qui vous donnez des ordres, et vous n'êtes jamais content parce que vous voulez toujours ça moins cher, et en fait, on ne va pas travailler ensemble. Il y a d'autres prestataires, allez voir, il y a d'autres gens, il n'y a pas que moi. Et moi, je ne veux pas travailler avec vous. Voilà. Parce que du coup, là, tu es propriétaire, mais c'est plutôt les propriétaires ou locataires de ton expérience là qui... C'est plutôt les propriétaires de ce côté-là. Du côté des locataires, si, il y a des gens avec qui on va dire: vous n'êtes pas fait pour la colocation, en fait. Vraiment réfléchissez. On ne peut pas s'opposer dans le droit du logement à quelqu'un qui veut vraiment louer, mais par contre, nous, on va les accompagner pour leur dire: mais réfléchissez bien à l'engagement que vous prenez, parce que ça n'engage pas que vous, ça engage les autres avec qui vous vivez. Je pense que vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'êtes pas mûr pour ça maintenant, donc réfléchissez et puis revenez à un moment plus propice dans votre vie où vous êtes prêt à ça ou pas. Parce que Coolock, c'est quoi? Tu as des chiffres un peu à nous donner, nombre de chambres, sur quoi tu communiques aujourd'hui? Alors, on a 100 000 colivers inscrits sur la communauté. Ok, c'est énorme. Ouais, et qui sont là, qui sont présents, qui relaient, qui sont aussi des ambassadeurs, beaucoup.
Pour ceux qui se disent: «Ah, on coloc avec des enfants? Ah, on coloc avec des vieux? Ah, un vieux peut habiter avec un jeune? Ah, une femme peut habiter avec 2 hommes? Ah». Donc ces gens sont pour nous des ambassadeurs. Ils communiquent énormément, et ils relaient nos offres beaucoup et on peut discuter, ils peuvent chatter entre eux sur la communauté. On a 2 500 bailleurs inscrits, on a malheureusement pas tout le monde intermédiaire, mais là, on a un redéploiement, technique qui va nous aider à mieux servir. Et en termes de bailleurs, ce que je te disais, on a du B2C, Ouais. donc des bailleurs particuliers qui, avec nous aussi, se sont beaucoup développés. Hein. Il y en a qui témoignent, avec qu'on a connu et qui on s'est lancé en 2020 au moment du Covid et qui en sont au 5e, 6e co-living qu'ils achètent, hein, et qui sont hyper contents de se développer avec nous, de se co-développer avec nous. Mais est-ce que c'est un Ouais. produit coloc de grande ville? On est partout ça, on en avait parlé aussi, je crois. On est partout en France. Je découvre la France, c'est génial, on se marre. On s'est même mis des cartes de France et tout à l'ancienne, comme dans les vieilles classes de notre enfance, tu sais, où on Avec le se dit, Michelin? faut mettre des petits points. Ah, c'est où ce bled? Ah, t'as vu, c'est là? Ah, bah, j'aurais jamais imaginé, etc. Parce qu'évidemment, on travaille beaucoup tous les jours. Nous, notre outil, c'est Google Maps en permanence quand on a les clients au téléphone, évidemment. Ouais. Mais là, on avait envie d'avoir une visibilité sur les coins de France où on était présent, donc je pourrais partager la map. Mais c'est super intéressant parce qu'en fait, il y a des zones que je connais très très bien sur lesquelles je peux conseiller, hein, et je peux vous dire, surtout on le fait, donc on est sur l'aval, sur la mise en location, mais aussi sur le conseil avant d'investir. On a D'accord. beaucoup de clients qui viennent nous voir et qui nous disent est-ce que c'est une bonne idée d'investir là. On a quand même une vision assez transverse sur ce qui existe déjà, sur ce qui marche, sur ce qui est attendu aussi par les co-livers aujourd'hui, sur ce qu'ils cherchent, sur des réflexes un peu basiques, mais les gens n'y pensent pas forcément. N'allez pas me faire un produit étudiant alors que vous êtes devant le siège de Decathlon et que vous allez avoir que des actifs qui sont intéressés, qui sont en mobilité professionnelle. N'allez pas, à l'inverse, me faire un produit hyper haut de gamme devant l'université à Troyes, mais quel intérêt, c'est que des étudiants qui cherchent pas ça, ils vont chercher plutôt, certes, de la vie en communauté, mais eux, ils vont être effectivement, ils n'ont pas beaucoup de budget, ils vont regarder le prix, les étudiants, pas forcément les actifs, quoi. Mais du Donc, coup, il vous faut les être conseillez cohérent. sur les loyers? Parce que c'est On les encore. conseille sur les loyers, on les conseille sur les Eh oui. produits, on les conseille aussi sur, à l'intérieur du produit, les bons réflexes. On les conseille aussi parce que comme on fait de la co-gestion avec eux, c'est eux qui vont faire les états des lieux, les sorties, ou nos partenaires conciergeries s'ils veulent de l'offre totale. Mais packagé, comment on peut avoir des petits réflexes dès le départ qui ensuite vous facilitent la vie tout au long. Et puis ensuite, on va de plus en plus développer des outils qui vont leur alléger la vie, qui vont les aider tous les jours. Alors, c'est quoi le produit phare en colocation ou co-living que vous voyez que tu pourrais, d'ailleurs, tu conseillerais, je sais pas moi, un investisseur, il veut investir, je sais pas, à Paris ou région parisienne, et il se dit, ben voilà, le produit parfait, je sais pas si tu veux, t'as une ville, si c'est 5, 6, 7, Non. 8, 10 chambres. Il n'y a pas de produit parfait déjà parce que les choses changent, les sièges sociaux déménagent, les universités, on l'a vu, de Lyon passent à Saint-Étienne, de Saint-Étienne reviennent à Lyon. Enfin, il n'y a pas de produit parfait. Le seul produit parfait, et ça fait référence à mon ancien métier, et c'est exactement la même loi depuis tous les temps dans l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ça ne veut pas dire que ça peut pas être la campagne, parce que la campagne peut être un bon emplacement, à condition d'avoir par exemple une gare à proximité, quelque chose, etc. Ensuite, le produit, c'est-à-dire est-ce que j'achète à un bon prix, une fois que j'ai l'emplacement, ce potentiel, est-ce que j'achète à un bon prix et son bon aménagement, et ensuite, comment je vais bien gérer dans le temps, parce que je crois que c'est avec toi qu'on partageait ça. Moi, je dis souvent à mes bailleurs, on a les colocataires qui nous ressemblent. Oui, tout à fait. On a les gens, la façon dont on les traite, c'est les gens qu'on va avoir en face. Ah, je suis complètement d'accord. Ouais. Mais après, tu vois, nous, il y a une ville à Nîmes. Moi, la colocation, j'ai du mal à y aller à Nîmes. Tu vois? Ouais, pourtant ça marche. On a une dizaine de co-living à Nîmes. Ouais, mais alors tu vois, pourtant. Mais aussi, dans des villes, ça va dépendre des endroits. Parce que, pour acheter pas cher, tu as des gens qui vont aller dans des quartiers où tu as des vieux HLM, donc du coup, c'est un peu bradé, mais c'est des endroits pas toujours sécurisants et sécurisés, etc. C'est hyper difficile de louer à ce moment-là, parce que les gens ont une mauvaise... C'est ça que j'allais dire, parce que tu vois, donc à Montpellier, oui, tu as des périodes basses, mais ça va, tu trouves. Je veux dire, tu trouves quand tu as un produit quali. À Nîmes, j'ai l'impression, j'avais fait quelques tests, tu as quand même une forte saisonnalité, l'été où c'est facile, et l'hiver,
t'as pas une tension locative aussi importante que certaines grandes villes, quoi. Voilà. C'est ce que Ouais, j'avais. ouais, tout à fait. Bon, on arrive quand même à remplir. Et ça va être aussi le bon produit. Tu vois, à Montpellier, oui, on remplit, mais t'en as qui sont dans des endroits vraiment difficiles d'accès, alors que le produit est super bien. J'ai le cas d'un bailleur à Rouen, le pauvre, on en parlait là récemment. Son produit, il est génial. Il est dans un quartier en plus qui est sécurisé, mais juste nos co-livers, souvent, sont des gens qui ne sont pas véhiculés, quelle que soit la campagne, la ville, et qui ont besoin Ouais. d'être près d'un axe de transport, même si c'est une gare, même si c'est autre chose, mais il faut que ce soit près d'un axe de transport. Bah, ce coin-là de la ville est super mal desservi parce que les bus s'arrêtent à 22 h, je sais pas pourquoi, enfin voilà, il est très très mal desservi. Mais c'est impossible à louer, alors que le produit est canon, que le prix est bon, que c'est super beau, que le quartier est safe, mais c'est pas des gens qui sont véhiculés. Les co-livers sont des gens qui sont pas véhiculés, c'est des nomades, c'est des gens qui ont c'est un deuxième logement, par contre ils sont en mobilité Et il fait professionnelle. comment là pour son investissement? Bah, on a réussi à le remplir, mais c'est très dur. D'accord. Très dur. Bon. Moi, j'aurais tendance dans ce genre de cas à dire laisse tomber, on vend. Ici, c'est un terrain pour une famille, en primo-accédant, et puis vous vendez, puis vous refaites à un autre endroit. Moi, j'aurais tendance à. Bon, après, il faut amortir les coûts de décoration Mais, et tout ça, mais deux mais fois les. vivre, je sais pas moi, 5, 6, 7, est-ce qu'il y a un nombre aussi parfait? Je sais pas parfait, mais en tout cas un Non, il n'y a nombre. pas de nombre parfait. C'est pas plus facile quand on est en co-living, c'est ce que je te disais. C'est pas parce que tu as le ménage dans les parties communes ou que tu as l'indépendance que c'est plus facile d'entretenir une cohésion et un bon entretien. C'est la même chose, c'est les mêmes problématiques qu'à trois avec la salle de bain partagée. Euh, il faut tout. C'est comme sur Airbnb, il faut tout pour faire un monde. Mais globalement, c'est quand même des gens qui sont en recherche de rencontres, d'expériences, de partage, et qui veulent quand même et qui cherchent aussi du mieux vivre. Donc pour le même prix, avoir de plus grands espaces. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut aller chercher des tailles un peu plus grandes. On a quand même beaucoup de maisons avec des jardins, Ouais. de l'espace vert parce qu'il y a le télétravail. Ça marche très 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 fort. Donc ils sont quand même en recherche de plus d'espaces partagés. Il faut qu'il y ait des espaces partagés même quand c'est petit. C'est pas les 2, 3, 4 qui marchent le plus, c'est plutôt au-dessus qui marchent le plus. Mais il faut aussi des 2, 3, 4 parce qu'il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de dire. D'accord. Voilà. Et c'est ça aussi le conseil qu'on donne, c'est ce dont je te parlais, c'est qu'à un moment, on a un peu une vision de ce qui existe aussi. Et même ce qui est développé par les marques de co-living, pas toutes, on les intermédie pas du tout toutes, mais au moins on sait ce qu'ils font, on sait à peu près où ils sont, etc. Et c'est d'avoir cette vision d'offrir une diversité de produits. De la même façon qu'on recommande une diversité dans le co-living et la colocation. Là, on prend une dame de 73 ans dans un co-living à Hérouville d'étudiants en face d'une fac, hein, où il y a 3 étudiants, mais il y aura une dame de 73 ans et ils sont OK, ils l'ont choisi, mais ça met un équilibre de dingue. Du coup, le bailleur me dit j'ai plus de problème de ménage depuis qu'elle est arrivée. Tu C'est m'étonnes. génial. Ouais. On a une maman, je parle d'elle, mais on a un player avec un enfant qu'on a mis. Là, c'est un exemple, j'en ai d'autres. Dans un co-living à Bagnolet, au début, le bailleur était hyper réfractaire. Ça met de l'apaisement. Du coup, tout le monde se couche le soir sans trop de bruit. Et puis, quand on décide de faire une fête, il y a une fête. Mais du coup, elle me dit, mais tout le monde est apaisé, c'est hyper sympa. Et puis, tout le monde s'occupe de cette petite. Il y a une ambiance hyper sympa, ça a soudé tout le monde, etc. Donc, il y a vraiment des choses qui se créent qui sont magiques. Il faut laisser faire les gens déjà. Bon, moi, c'est une règle assez naturelle quand on veut gérer sa vacance locative. Hein. Ceux qui ont des critères, je leur dis, mais plus vous avez de critères, plus vous avez de la vacance, hein, les gars, parce que le temps de trouver le clone que vous voulez exactement, qui veut là en ce moment, au prix que vous voulez, dans le lieu que vous voulez, on ne laisse pas gagner. Si vous laissez la masse se choisir entre elles, bah, vous avez vachement plus de choix et on réduit la vacance locative. Ils se sont choisis, ils sont contents, quoi. Parce que tu penses que des co-living ou des colocations, comme tu disais là, pour maman solo, ça, Alors, ça, ça a son public, ça ou pas? il y a Commune qui a levé beaucoup d'argent auprès Oui, c'est vrai. d'investisseurs immobiliers pour développer ce genre d'habitat. Ouais. Bon, moi, je prône beaucoup, je suis contente qu'il y ait des choses différentes pour montrer que ça existe. Je trouve que c'est des porte-drapeaux, que c'est bien Ouais. de faire ça, que de toute façon, c'est des populations qui sont. Nous, toutes les populations qu'on récupère, c'est des populations qui vont être sur un second logement, qui vont être en début de job en période d'essai, ou en intérim, ou en création d'entreprise, ou étudiants, ou en divorce. Bref, tous les gens dont personne ne veut. Ouais, Non, généralement, mais ouais. quand ça arrive sur une agence locative et que tu as plein de dossiers, ou les Ouais, retraités, parce que c'est retraités, c'est compliqué aussi à c'est clair. garantir. Ouais. Donc,
quand les gens me disent oui, vous payez à date fixe, c'est bon, il y a plein de produits qui font ça, je dis bah non, nous on est courtier, on a développé notre propre produit parce que nous on va garantir comme tous les autres, mais nous on va garantir les profils que personne ne veut, que D'accord, personne ouais. n'a envie de garantir. Et ce n'est que notre clientèle. Donc si moi je ne peux Ouais. pas garantir ces gens-là, qui va les garantir? Mm. Ce n'est que notre clientèle, tout ça. Donc oui, il y a des produits qui se développent là-dessus. Je trouve ça super chouette, c'est des porte-drapeaux. Après, moi, à titre personnel, j'ai toujours prôné la mixité, la variété, Ouais. mon communautarisme. Je suis archi contre ça. Et je trouve qu'il y a un danger à ça. Moi, à l'époque où j'étais, ce qu'ils appellent maman solo avec 2 enfants, bah, j'aurais pas trop aimé me retrouver dans un truc avec que des mamans solo, genre l'EHPAD ou les vieux, là. Enfin, c'est le truc, je trouve ça hyper stigmatisant, mais c'est bien aussi qu'il y ait des porte-drapeaux pour ouvrir un peu les chakras et montrer que effectivement, ça peut être sympa aussi pour les enfants, ça peut être une expérience, mais il n'y a pas que ça. C'est ça que je veux dire, il n'y a pas que ça. Nous, on a beaucoup de mamans solo dans le diffus qui viennent se mettre avec d'autres gens, qui se mélangent, qui se mixent, et ça, c'est sympa. Parce que du coup, tu le vois comment, toi, le marché de colocation, co-living, là? Comment tu le vois, vu que tu as Bon, quand même une grosse base de co-livers? Est-ce que on dit comme le Airbnb, c'est la fin? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il va muter? C'est quoi un peu le futur, le présent et le futur du co-living ou colocation au sens large? à la fin, ça va être difficile juridiquement parce que nous, on est basé sur le bail d'habitation, qui est hyper Mhm. protecteur du locataire. Donc, je vois pas comment, à jour, on va empêcher de le louer à la chambre de 9 mètres carrés, puisque c'est le droit du logement, c'est l'accessibilité au logement, c'est un droit fondamental, et Alors, que ça, on va y venir sur le voilà. côté juridique, mais tu vois, juste une parenthèse, Donc c'est ça, que c'est... Ouais. ouais, non, mais parce que après tu pourras, je complète, après je te laisserai parler, mais il y a des règlements de copro qui interdisent. Alors, ils sont Oui, la clause hyper, bourgeoise. alors bourgeoises, mais aussi qui jouent sur les chambres garnies. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Ouais, que tu peux pas louer à la chambre. Ouais. qui sont complètement désuètes. Et il y a il y a des copros Mm. qui font la chasse aux colocations. Et Mm. autant au Airbnb, on peut débattre. Franchement, je Mm. peux comprendre, mais Mm. les colocs, putain, Mm. Bah, c'est la ce que je te nuisance, disais, hein. elle est quasiment nulle, voire parce qu'ils pensent là, il y en Mm. a certains avec qui j'ai discuté, ils font des fêtes. Je dis mais c'est fini Mm. ça. Oui, ça existe, faut pas minimiser, mais c'est Mais pas tellement plus qu'un couple ah non, de jeunes qui vient et puis qui fait la fête tous les soirs. exactement, Donc, c'est la nuisance, de toute façon, c'est une clause d'expulsion d'un locataire. tout à fait, c'est vrai. Nous, on l'applique. Donc, de toute façon, j'irai ni plus ni moins qu'un autre. Mais en termes de jurisprudence, toutes les copropriétés là-dessus Ouais, mais surtout qu'ils sont caduques, ont ces règlements perdu. de copro, ils datent des années 70-73 pour la Moi, plupart. j'ai vu des règlements de copro où on interdisait jusqu'au parking à vélo d'arriver en roulant, qu'il fallait poser pied à terre avant d'entrer Ah, mais dans les là, copros. Non, mais tu vois de c'est la tout, quoi. liberté d'agir, là, je viens de dire, Tu vois de tout. Donc, en tout cas, le droit du logement est supérieur. Donc, on ouais. n'empêchera jamais de pouvoir louer à la chambre de 9 mètres carrés. Et le règlement de copropriété, qui est le droit du contrat, toutes les jurisprudences jusqu'à présent montrent qu'effectivement, on n'a pas pu empêcher, sauf à faire baisser le standing de l'immeuble. Ça, Ah, mais bon. certains essayent de faire ça. Mais c'est difficile, c'est des locataires qui viennent, enfin je veux dire le prix au mètre carré dans le quartier il est le même, donc globalement c'est des gens qui ont le même standing entre guillemets que les gens du quartier, il y a Donc pas ça veut dire de... que le règlement de copropriété indique que les chambres meublées, les appartements entiers en chambre meublée ne peuvent pas être loués, vu que le droit d'habitation s'applique au-dessus, ça va au procès s'il n'a pas le droit. C'est le droit Bah, d'habitation qui gagnera. exactement, jusque là en tout cas c'est ce que montre la jurisprudence. Et ça paraît logique, parce que le droit du, du logement, enfin le droit à se loger est un droit fondamental. Pour l'instant la jurisprudence montre qu'effectivement les copropriétés n'ont pas gagné. Bah, du coup, tout à l'heure, tu l'as un peu dit, je t'ai coupé, je t'ai dit on allait en parler, mais c'est vrai que tu as évoqué le fait que tu avais, alors je vais dire un peu les mots un peu marketing, mais tu as rédigé, ou en tout cas tu as participé très étroitement à rédiger en fait les nouveaux On a, formats, en fait, ouais. c'est la loi Allure de 2014, Non, on a participé à la loi 2016, Elan, Élan, voilà. ouais, tout à fait, 2018, qui nous avait sollicité pour les amendements concernant la colocation à l'époque. Donc il y a eu effectivement la création de la charte intergénérationnelle, qui est un contrat de bail un peu C'est qui particulier, hein. t'avait sollicité? C'était quel gouvernement à l'époque? De Normandie, Madame Rachel Chan. Rachel Chan et Monsieur Dans le Denormandie. gouvernement de Normandie, ouais, l'ère Macron.
Ok, d'accord, oui, oui, ok, d'accord. Donc ces gens-là sont venus vous voir pour la loi Elan, toi en tout cas, Oui, enfin, parce que moi, comme vous j'ai fait un commencé, c'est ce que colloque. je te disais, enfin, on l'a pas dit, mais au début, coloc, parce qu'on s'est arrêté plein de fois, on a changé Mm. de sujet, hein, mais il y a plein de trucs à dire. Au début, moi, j'ai commencé par un magazine en ligne, hein. Puis une communauté, parce que je voulais montrer que il n'y avait pas que des jeunes qui cherchaient de la coloc, même si c'est super que les jeunes cherchent de la coloc, mais je voulais montrer qu'il y avait plein Un de. magazine? Et au début, j'ai commencé par un blog, Ah un oui, magazine en ligne. On l'appelait d'accord. le magazine, hein, un blog. Ok. Voilà. Donc en gros, à l'époque, je pense que et je ne vais pas dire le contraire, mais on nous avait vu un peu comme la référence en termes de co-living, colocation. Enfin, ça n'existait pas, on ne marketait pas encore ça vraiment comme co-living, mais en termes de colocation. Donc c'est comme ça que j'étais intervenue, effectivement. On avait travaillé d'ailleurs sur la charte intergénérationnelle avec le ministère du Travail, du Logement, etc., parce que se posaient plein de problématiques pour les seniors qui habitaient, qui accueillaient des gens chez eux, de pouvoir exclure le locataire en cas de problème parce qu'ils étaient chez eux, et aussi de ne pas requalifier, parce que c'était un loyer moyennant quelques menus services, de ne pas requalifier ça en Ouais. travail, parce que sinon ça passait par l'URSSAF, machin, etc. Bon, ça c'était une des parties. Et l'autre partie, c'était effectivement de pouvoir dire que minimum, pour deux colocataires, c'est minimum 16 mètres carrés, enfin, c'est hallucinant, mettre deux colocataires, c'est pas la chambre de 16 mètres carrés, c'est le logement de 16 mètres carrés, hein, on est bien d'accord. Le locataire, dans son bail, il dispose de la chambre et des parties communes, enfin d'une jouissance des parties communes. Donc s'ils sont 3 dans 30 mètres carrés, c'est 10 mètres carrés de plus de parties communes, quoi. Donc on additionne le tout. Donc la loi dit toujours qu'on ne peut pas mettre deux colocataires en dessous de 16 mètres carrés. Donc attention, c'est la chambre et une partie des parties communes. Malgré tout, nous, chez Coloc, on respecte ça, vraiment, la suroccupation, et on est très très vigilant là-dessus, on regarde beaucoup. On a des systèmes qui nous permettent de contrôler au moment de l'onboarding et du bail. Alors rien ne vous empêche ensuite, dans le droit d'habitat, de faire venir des gens dans votre habitat, sauf que c'est un habitat partagé. Donc là, nous aussi, par la règle de la charte de colocation, on met des règles et puis ensuite on répercute aussi des charges supplémentaires si jamais il y a une personne. Mais globalement, il y a aussi ce truc que comme on est plusieurs, les autres sont pas contents parce que ça fait trop d'occupation et que donc on arrive du coup à régler le problème par de la médiation en disant vous pouvez pas respecter, les autres sont pas d'accord avec ça, donc il faut trouver un arrangement, etc. Donc, pour revenir à ça, on avait réussi à passer aussi la location de la chambre à 9 mètres carrés pour la O- ok. Ah ben ça a été effectivement un grand pas. Mais il y a aussi le second sujet qu'on avait évoqué ensemble, c'est l'encadrement des loyers, Oui, que beaucoup de villes sont soumises. Et en fait, alors l'encadrement, mais pas l'encadrement auquel tu faisais référence, c'était plafonnement. plafonnement. L'encadrement, c'est la possibilité de ne pas augmenter plus qu'à l'IRL ton loyer. Une fois qu'il est D'accord. Ouais, je, fixé, je le confonds. Ouais, d'accord. à part travaux, et là, tu peux effectivement répercuter une valeur des travaux annuels, 10%, machin, etc. Donc tout ça est très, très, très réglementé. L'encadrement, c'est une fois que tu es parti sur un prix, tant que tu as deux locataires, tu ne peux pas, d'un locataire à l'autre, dire ah bah tiens, j'étais à 600 euros, je passe à 800 euros. Et puis Bah après, on n'a alors, pas fini d'ailleurs sur le potentiel du marché du co-living, je reviendrai dessus. ouais, mais on va y revenir. Mais par contre, du coup, bah, sur toutes les villes, hein, Lyon, Montpellier, Paris, c'est encadrement des. Alors peut-être pas Paris, je suis pas sûr, mais Plafonnement. oui, mais je sais. Paris, Mais tu vois, à Montpellier, c'est encadrement des loyers. Ils te disent le loyer auquel tu peux pas aller maximum, loyer au mètre carré c'est le maximum. plafonnement. Ah bah alors, faudrait peut-être leur dire, mais Oui, c'est c'est le plafonnement. L'encadrement, c'est tu ne peux pas augmenter plus. Le ouais, plafonnement, c'est tu es ouais. limité par un prix au mètre carré qui doit correspondre en fait à la capacité d'achat. Enfin, Ah bah, ils appellent ça euh, encadrement à Montpellier, tu vois. je reviendrai, c'est marrant Ouais, ça. ouais, franchement, Ouais. regarde, mais et donc du coup, c'est ce qui m'avait moi interpellé dans ce que tu m'avais dit, c'est que nous, tu me disais que c'était en fait la comparaison, c'était de se comparer à un studio et pas à une chambre, c'est ça? Donc si tu peux Oui, parce développer que tu as plein le, de gens détracteurs de la colocation et du co-living. Et encore une fois, hein, je dis c'est normal, il faut avoir des contradicteurs et il n'y a pas de difficulté. Et la colocation et le co-living, le but, c'est pas d'en mettre partout. Il faut que ça soit vertueux. C'est ce qu'on avait discuté ensemble aussi. ouais, Il faut que ça s'intègre bien dans les villes. Il faut aussi qu'il y ait la colocation à tous les prix et tout type de produits. C'est ce que je te disais parce que ouais, tout le monde n'a pas envie de services packagés et n'est pas capable de payer les services packagés. Donc oui, j'entends ça. On travaille d'ailleurs. On avait entrepris un travail avec les maires de France et on va continuer. Effectivement, ça doit être quelque chose qui est positif, mais il y a quand même des détracteurs, voilà, parce que je pense que c'est un truc qui fait peur, les gens qui habitent ensemble, je sais pas, enfin, il y a des vieilles croyances où tout le monde flippe. Et du coup, ces détracteurs disent, ah oui, mais les gens en colocation, ils trichent, parce que quand c'est plafonné, on ne peut pas
dépasser la valeur totale du bien en plafonnement. En fait, sur ton bien de 100 mètres carrés, plus la superficie augmente, plus le prix au mètre carré recommandé en termes de plafonnement, le prix majoré, etc., parce qu'on est en meublé, diminue. C'est comme le prix d'achat. Plus tu achètes Oui. grand, plus le prix au mètre carré diminue. C'est pareil pour le loyer plafonné au mètre carré. Pourquoi ? Parce que ça suit en fait la courbe des loyers. Plus tu es dans le grand, plus le prix au mètre carré de ton loyer va baisser parce que le pouvoir d'achat des gens, il n'est pas illimité. Donc même s'ils habitent dans 350 mètres carrés, ils pourront jamais faire les multiples du prix au mètre carré d'un studio. Donc cette courbe, elle diminue. Donc ils te disent, il faut prendre 100 mètres carrés et appliquer ce prix du plafonnement au mètre carré sur les 100 mètres carrés. C'est faux. En fait, ce que dit la loi du plafonnement, elle veut respecter, elle veut faire en sorte que les gens soient logés en respect de leur capacité du pouvoir d'achat comparé à ce qui existe sur le marché pour la même offre. Donc ton locataire, toi qui rentres chez toi pour une chambre et une partie des parties communes dans 100 mètres carrés, tu vas pas le comparer à quelqu'un qui loue un 100 mètres carrés. Tu le compares à quelqu'un qui loue une chambre de 15 mètres carrés plus 10 mètres carrés de partie commune. Donc Donc, quelqu'un qui louerait un 25 mètres carrés. c'est ça, ouais, d'accord. Donc là, tu as un prix au mètre carré majoré qui va être supérieur. Donc tu vas forcément optimiser par rapport à la superficie. Tu vas répercuter le prix de Mais 4 tu vois, studios. sans le savoir, c'est exactement ce que j'explique. Je dis, mais comment vous pouvez comparer une colocation à un appartement, on va dire une location nue ou même location meublée à l'année? Une colocation, ça a des services, ça a des espaces, ça a des équipements aménagés, suréquipés. En plus, chez Greenwing, on essaie malgré Ouais. tout de récupérer beaucoup de choses et de faire de l'éco-responsabilité. Bon, bref, je passe les détails, c'est pas le Ouais, sujet. Mais super. en gros, il y a un gros travail à faire, même d'éducation, d'expliquer qu'en fait, c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes prix. Et en plus, je vais être transparent avec tout le monde. Alors de mon côté, moi, ça fait 10 ans que j'investis en coloc sur Montpellier. Je n'ai jamais augmenté les loyers de mes colocataires. Jamais. Parce que malgré l'IRL sur les studios ou comparé, c'est un choix, hein. Et aujourd'hui, Ouais. on arrive malgré tout à avoir en gardant les loyers que moi je pratiquais en perso, en pro pour nos clients, en les ayant augmentés un tout petit peu, mais pas non plus en mettant 100, 150 euros de plus, hein. Non, c'est faux, quoi. Bah, Voilà. moi, je pense qu'il ne faut pas avoir honte d'augmenter au titre de l'IRL. Hein. C'est fait pour ça. C'est le prix. Oui, non, oui, c'est sûr. Oui, oui. Non, mais ce La, que je voulais dire, c'est la que consommation augmente aussi. Enfin, il y a une inflation générale. Toi aussi, les coûts de travaux augmentent. Donc ça, non, il faut rester dans la valeur du marché. Moi, j'ai toujours à mes clients augmenter de exactement, je suis façon à d'accord. rester dans la valeur du marché. Essayez aussi de garder une cohérence de chambre à chambre dans vos augmentations pour que ça ne devienne pas déconnant en termes de produits. Le plus produit aussi du co-living, c'est que du coup, tout va être packagé. Donc, tu as quand même des services pour le locataire compris et un peu qu'on ne met pas assez en avant, un peu invisible. C'est-à-dire que déjà, bon, tu n'as pas toutes les démarches à faire, tout est meublé, équipé, etc. Donc, Ouais. tu n'as pas les démarches de payer un abonnement EDF quand tu arrives, voilà, de prendre ta box, et puis ensuite, il faut ramener ta box. Si tu perds ta box, ça te coûte le prix de la box, machin, etc. De faire tes comptes entre colocataires, le temps que tu y passes. Tout ça, c'est du temps gagné. C'est tout ce que tu gagnes en tant que colocataire, l'abonnement à l'eau, rompre les compteurs quand tu t'en vas, le temps que tu y passes, le coût que ça coûte, etc. Et puis ensuite, dans sa gestion au quotidien, il y a quand même des choses qui sont packagées que tu n'auras pas à faire. Je sais pas, quand il y a un jardin, souvent au package, l'entretien jardinier qui est pris en compte, qui est à la charge des locataires, mais qui est géré par nous. Il faut quand même le réserver, il faut quand même faire venir, faut quand même, enfin voilà, c'est tout ça qui prend du temps. Tout est packagé pour eux, c'est quand même sans souci. Donc c'est aussi tout ce serviciel qui donne accès à des gens, à des biens beaux, bien entretenus, de qualité, dans lesquels ils vivent bien, sans avoir des surcoûts pharaoniques ou des choses auxquelles ils ne se sentiront pas la capacité d'accéder, de faire tout ça tout seul, quoi. D'accord. Donc, pour moi, tu as tous ces frais cachés pour un locataire. Non, mais je suis complètement d'accord, hein. Et puis, pour moi, ça se valorise. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il y a du chemin. Quand tu prends un Et logement tout seul, propriétaire, il dit tu te démerdes, tu prends ton compteur, tu vas chercher ton frigo, tu le redémarres après. Tu as eu ton chauffe-eau tombe en panne, c'est à la charge du locataire, tu te débrouilles. Nous, tout ça, c'est packagé souvent dans le living et la colocation. Même dans la colocation, moi, mes bailleurs, ils font du tout inclus. Ça peut être répercuté sur les charges de nos locataires. Et d'ailleurs, on a ouais. des super systèmes chez Coloc pour que tout ça, ça soit automatisé, tu ne te prends pas la tête. Mais c'est pris en charge. C'est quand même vachement plus agréable pour un locataire.
Alors après, il faut toujours remettre l'église au milieu du village. Je leur dis tout le temps, attention, on n'est pas en Airbnb, on n'est pas en bail commercial et on n'est pas à l'hôtel. Les gars, vous avez des responsabilités et des devoirs. Ouais. Vous avez des droits qui vous protègent chez un bail d'habitation, mais vous avez des devoirs. Et ça, nous, on éduque beaucoup notre communauté là-dessus. Ok. Et du coup, là, tu voulais revenir sur le futur du co-living colocation parce que je Oui, t'ai coupé tout à l'heure. le Ouais, le potentiel. potentiel. Ouais. Souvent, ce que je dis souvent, je prends souvent cette référence, le prix du loyer moyen, là où tu as la courbe de la maximum de la demande, quand tu regardes l'INSEE, les chiffres de l'INSEE et tout, depuis je ne sais combien de dizaines d'années, puisqu'avant c'était même en francs, c'était 600 francs, aujourd'hui c'est autour de 600 euros, plus ou moins, suivant les grandes villes et la campagne. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens qui cherchent à louer, globalement, la grosse masse des gens qui cherchent à louer, ils sont autour de ce prix-là. Donc il faut qu'on soit capable, dans un contexte de marché de produits, de produire des produits qui intéressent les gens autour de ce prix-là. Puisque Ouais. c'est le prix global de la demande. Et il n'évolue pas. Et il est là. Et la demande, elle est générale et elle est là. Donc sur le co-living, on a encore de beaux jours devant nous parce qu'on on est sur cette gamme de prix et on va pouvoir proposer de nombreux produits à nos clients là où on est en manque de logement. Ensuite, il y a quand même la loi écologie, on ne peut pas construire, donc c'est quand même super Ouais. intéressant dans des grands logements d'avoir des opportunités d'investissement et de reconstruire ce type de produit. Et ensuite, il y a les mœurs qui évoluent avec vraiment cette envie de partage, et c'est beaucoup chez les jeunes, hein, et c'est aussi pas mal chez les seniors. Moi, je vois des trucs chez nos locataires. Ils nous demandent, les jeunes, en permanence, c'est quoi le DPE, c'est quoi la lettre. Parce que moi, je leur dis oui, mais soyez rassurés. Là, vous êtes en forfait sur ce bien, il n'y aura pas de dépassement. Ah non, non, c'est pas par rapport à ce que je vais régler, c'est que moi, je veux pas habiter dans un bien qui pollue. C'est ça leur vocabulaire. Ouais, ouais, non, c'est hyper intéressant d'entendre ça, Ah je ouais, trouve c'est ça top. fou, hein. Ouais, ouais. Donc, ils ont aussi cette envie, il y a cet engagement de mutualiser les choses pour avoir aussi un impact environnemental. On déménage pas, on n'amène pas un frigo qu'ensuite on laisse sur le trottoir, on partage, on mutualise les dépenses, l'électricité, la nourriture, tout. Et il y a aussi cet usage qui se développe énormément, on le voit énormément sur Coloc et sur le réseau social, c'est cette envie de rencontrer, de mixité, de rencontres, etc., que ce soit professionnel, personnel, amical, etc. Mais le logement est vu comme un usage et une expérience et plus comme une propriété pour eux. Et D'accord. puis ce tout packagé aussi, il est hyper aidant parce qu'en fait, on le voit, hein, nous on accompagne beaucoup nos locataires. Tu sais, il y a beaucoup de locataires qui sont pas de mauvaise foi. Juste, ils ne comprennent rien, ils sont en panique hein, et ils sont ignorants totalement de leurs devoirs, de leurs droits et de comment ça fonctionne. C'est pas qu'ils veulent pas faire, ne pas faire, c'est qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et à partir du moment où tu leur expliques, ils sont hyper coopérants, ils coopèrent vachement bien. Mais nous, on fait tout ce travail aussi d'éducation. Et puis ensuite, comme c'est packagé en co-living, ils se disent, OK, si c'est à ma charge, et si c'est comme ça, je paye, mais ils sont quand même soulagés que ça soit fait, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une nouvelle forme aussi de locataires qui arrivent aussi, oui, qui arrivent et qui comprennent aussi ce fonctionnement-là. Moins à l'ancienne, surtout. Parce que bon, souvent, Oh bah tous, je peux dire qu'ils comprennent facilement, hein. Quand tu Ouais. leur dis, il y a quand même des responsabilités de la part du locataire, donc si vous prenez une maison, sachez que l'entretien, c'est à la charge des locataires, etc. Ça représente à peu près telle somme, on a un historique. Comme des charges de copro, quand tu achètes un Oui. logement, tu te regardes les charges de copro, tu te dis, elle va me coûter combien cette copro? Bah nous, c'est un peu la même chose qu'on instaure avec eux, en les prévenant, mais en même temps, pour 10-15 euros par mois, vous bénéficiez d'une grande maison à la campagne avec un barbecue, même parfois une petite piscine, un machin. Ce que tout seul, vous ne pourriez jamais faire, quoi. Impossible. Puis en plus, c'est glauque tout seul dans sa grande maison. Là, vous avez des compagnons, des rencontres. Il y a tous ces avantages pour eux. Il y a beaucoup D'accord. le télétravail qui nous aide aussi énormément. Et Ouais. ce que je te disais, c'est que c'est un phénomène en plus qui n'est pas que français, qui est international. Donc, tu as les D'accord. internationaux qui arrivent en France, mais tu as les Français qui partent à l'étranger et tu as ce qui se crée à l'étranger. On a, nous, beaucoup de bailleurs qui nous ont mis des biens qu'on ne peut pas encore adresser, mais au Danemark, en Suisse, au Luxembourg, j'ai même un Russe qui a mis un bien. Enfin, c'est pas Poutine. En attendant, il y a une vraie demande générale. Donc, je pense que c'est pas la totalité du marché. Faut pas arrêter de dire on va tous faire de la coloc et on est en secte et tous la coloc. Non, mais ça Ouais. correspond à des moments du marché, à un produit qui vient en complément et qui n'existait pas sur le marché et qui a sa place hein, aujourd'hui. Donc il y a encore du travail à faire là-dessus. Et du coup, c'est quoi le futur de Cooloc alors?
Bah, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, mais par contre, de prendre un virage technologique pour que ça soit quand même beaucoup plus sympa, user-friendly. Tu vas voir, tu vas revenir. Ça va être Ah, beaucoup plus sympa. Ouais, ouais. Donc là, c'est le grand tournant pour nous. d'accord. Ok, Et donc donc, c'est le on défi. a, Ouais, vas-y, ouais. vas-y. Donc, c'est le grand tournant technologique, effectivement, pour que ça soit plus user-friendly. Commencer un peu justement à communiquer, ce qu'on n'a pas fait jusque-là. La seule communication venait de nos clients, à nos clients qui se le recommandaient et qui se passaient de bouche à oreille comme le truc où il fallait aller. C'était plutôt sympa d'ailleurs, c'était une chouette période. Mais maintenant, il faut commencer à avoir une communication qui s'ouvre plus vers l'extérieur. Et puis continuer à croître, continuer à rendre service à beaucoup de nos clients partenaires, qu'on espère nombreux, qu'on espère grandir. Moi, tu sais, on parlait de L'Oréal, elle m'entendra peut-être, Olivia, c'est une copine. J'ai pris Olivia Provo, j'ai développé des partenaires comme ça avec qui, chez L'Oréal, on a pris au début leur développement et regarde aujourd'hui ce qu'ils sont devenus, la croissance qu'ils ont effectuée. Bah, je souhaite à tous mes clients particuliers ou marques de co-living, je souhaite les accompagner de la même façon pour grandir sur leur marché avec tous les moyens qu'on pourra leur offrir comme support administratif, juridique, financier, qui n'est pas le cœur de leur métier. Je leur laisse se concentrer sur le cœur de leur métier, comme on laissait les coiffeurs se concentrer sur le cœur de leur métier et leur clientèle. Et nous, on venait en support sur la capacité technique qu'on avait à leur fournir pour leur donner des outils du développement. Bah, c'est pareil avec Cooloc. On va continuer à faire ça. D'accord, ben, magnifique, hein. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai oublié d'aborder, ma chère Virginie, à part Non, l'ordinateur? non, tu vois, comme ça, tu t'en souviendras. Et je suis fière de rendre hommage à mon grand-père. Tu as raison. Voilà. Et non, je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses. Ouais. De continuer à dire aux gens de continuer à développer ce genre de produits c'est un investissement rentable, mais c'est un investissement qui a du sens. D'accord, ok. Eh bien, écoute, on arrive au terme de l'épisode. Moi, ah si, j'ai une dernière question. Une dernière Moi, question. oui. Combien ça coûte? Est-ce que tu peux le dire ou pas? Oh, faut pas parler d'argent, ça fâche. Ah bon? Non, je Bon, rigole. bon, après, non, non, mais après, Bah, j'ai pas de problème si tu veux pas répondre. C'est les gens comme ça, non, ils te je demanderont. plaisante. Je Ah, plaisante. Parce que justement, je revenais à l'idée de la chose que dans l'immobilier, j'ai constaté. Je ne sais pas si tu as remarqué, moi qui ai travaillé, enfin non, tu n'as peut-être pas remarqué, mais moi qui ai travaillé dans le luxe, je vais te dire quelque chose. ouais. C'était épatant de voir que on arrivait parfois avec nos équipes jusqu'à la caisse sans que le client n'ait jamais demandé combien ça coûtait. C'est pas incroyable ça? Ouais, mais C'est-à-dire qu'il avait intégré la notion que à partir du moment où il accédait à un service, à quelque chose dont il rêvait, dont il avait besoin, c'était pas une question, enfin je ne vais pas en venir jusque là, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut remettre aussi le service et la qualité du service au cœur alors, du métier de l'immobilier. tu as, Et que l'idée c'est pas du tout, puisque je te dis c'est nos partenaires, donc moi mon idée c'est pas du tout d'assécher mes clients et qui n'aient plus de trésorerie, au contraire c'est ce que je te disais, on ne gagne pas d'argent, on vire tout à nos clients, on leur paye à date fixe, on fait les recouvrements, même sur les règles de charge surtout, etc., qu'on leur finance, etc. Mon but c'est que mon client soit riche, parce que plus il va être riche, plus il va se développer. Mon but c'est pas de le surfacturer. alors oui, mais moi, je mettrais un bémol à ton discours, et tu peux me dire si je me trompe ou pas, mais le truc, c'est que quand tu compares l'univers du luxe et l'univers de l'immobilier, c'est que quand tu rentres dans l'univers du luxe, tu rentres justement dans un univers où tu sais que le service est là. L'immobilier, à aujourd'hui, en 2024, tu rentres dans un univers où le service est, Pas allez, là. allez, Ça, déplorable. Allez, on non, fait le pas déplorable, marketeux. parce que quand même il y en a qui font ça bien. Ouais, non, non, Même, ouais, non, tu as raison. Oui, et qui est on va vraiment pas- pas au rendez-vous pour beaucoup d'entre nous. En Donc, tout cas, les gens, on a mis beaucoup tout ce qui est juridique et réglementaire avant le service. dans l'épisode là. Non, je veux dire dans l'immobilier. Ah oui, non, Tu parce que vois. non, non, parce que justement, moi, et c'est pour ça que je pense qu'il était essentiel que tu viennes sur le podcast pour que tu puisses Mm. donner ta vision du service. Mm. Bah, Ça pour moi, c'était très, très, très important parce qu'en fait, il faut donner la parole aux acteurs de l'immobilier qui ont la notion de service. Et ça, mm. moi, personnellement, ça me tient à cœur. Et tout ce qu'on fait, nous, avec les différentes sociétés qu'on a, c'est la notion de service qui prime en premier. Il Et je faut pas, pas oublier voilà. qu'on gère de l'humain. C'est-à-dire un Ouais. investisseur bailleur, c'est un humain avec ses angoisses, parce que peut-être que ben, s'il a passé le loyer, il est vraiment dans la merde à titre personnel, hein. Moi, j'ai des bailleurs qui étaient là, mais mince, je vais devoir vendre ma résidence principale, j'arrive plus à rembourser, comment je vais m'en sortir, etc.
Donc il y a de l'humain derrière, il faut prendre ça en compte, il faut respecter ça Ouais. énormément. Comme moi, j'ai respecté le travail des entrepreneurs que j'avais en face de moi, coiffeurs, hein, ils mettaient toute leur vie là-dedans, donc on était là pour respecter leurs angoisses, c'est de l'humain. Et puis c'est des gens qui ont besoin de se loger, c'est quand même un droit fondamental de pouvoir se loger et d'être bien logé, d'être bien chez soi. Donc finalement, c'est un métier où il y a énormément d'humains. Avant, on parle tout le temps que de produits immobiliers, de logements, de rentabilité, de chiffres, de murs, de mètres carrés, etc. Mais on oublie tout le temps de parler des gens dans ce segment de marché qui est quand même avant tout hyper humain, qui est une histoire d'homme. Donc je pense que chez Cooloc, on a ça, et c'est là où je te dis, ça revient à l'histoire de mon cher monsieur Normand qui me disait Virginie, si Cooloc s'arrête, j'arrête Cooloc. C'est cette capacité à avoir, j'arrête la colocation, si Cooloc s'arrête, c'est cette capacité de lien humain qu'on a créé ensemble, de confiance, qui peut compter sur nous. On sera toujours là pour lui. Je dis pas qu'on n'aura pas des emmerdes, mais il sera pas seul. On sera ensemble. On va les gérer du mieux possible dans son intérêt. Et donc cette qualité de service qui fait que par exemple c'est quelqu'un qui avait peur de dépenser beaucoup, mais qui nous parle plus d'argent. Pour autant, l'idée n'est pas de voler nos clients, bien au contraire, et au contraire d'enrichir mes clients. Donc, je ne vais pas les surfacturer. Donc, aujourd'hui, Cooloc, l'offre principale, best-seller, best deal de Cooloc, c'est les 3% pour le bailleur. C'est-à-dire au prix de, même une GLI en colocation, elle est plus chère que ça, parce que une GLI simple va être à peu près à ça, 3% TTC de hors taxe. On va faire tout ça, tout ce que je te disais, ce flux humain de gens qualifiés d'une belle communauté, qui veut être dans le partage, qui se connaît, qui s'est choisi, dont on a fait le dossier, dont on te garantit que tu vas payer à date fixe, avec le juridique fait parce que tu vas cliquer ton bail en un clic en ligne. Donc on te facilite tout ça. Tu vas être payé à date fixe. On est ton support juridique, administratif et financier pour 3%. Et un demi-mois à chaque entrée de locataire, quand même, Ok. parce qu'on travaille beaucoup à cette entrée. Certains m'ont dit oui, mais bon, si ça tourne beaucoup, c'est quand même pas de ma faute. Donc on va s'aligner sur un prix commun, enfin sur une entrée maximum à l'année. J'aurais dit, bah s'il tourne beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est pas de ma faute non plus. Et le but, c'est ensemble, de faire ensemble que les gens restent le plus longtemps possible. On a 17 mois de durée de vie moyenne de nos locataires. Ouais, c'est énorme. C'est bien. Donc on est hyper content. Ouais. Et notre but, c'est de s'aligner ensemble. Et si ça vous embête les entrées et les sorties parce que ça vous fait des frais, moi aussi, ça me fait des frais, ça ne m'amuse pas. Hein. Je perds du temps à la sortie, à Ah oui, l'entrée. oui, complètement. Donc, il faut accepter ce qui va avec. On ne peut pas faire un produit de co-living et accepter qu'il n'y ait pas des gens, des entrées, des sorties. Ça doit être pris en compte dans l'équation économique à la conception. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui prennent pas en compte tous ces inconvénients, mais tu l'as vu dans l'immobilier aussi beaucoup, les gens qui te visent des rentas, mais ils n'ont pas pris en compte les aléas travaux, l'aléa toiture qui peut péter, tu vois, donc ils prennent pas en compte les aléas. Ouais, tout à fait. Donc il faut surtout apprendre à prendre en compte tout ça. Et se dire qu'on cherche pas du prix, mais qu'on cherche du service. Se dire aussi que quand tu prends EasyJet à pas cher, bah, tu as les services qui vont avec. Hein, et tu as des services supplémentaires. Et que quand tu payes, tu as ça. Donc Cooloc, c'est 3% et un demi-mois. Et sinon, si tu veux une offre toute packagée conciergerie, on travaille avec des partenaires. Bon, l'avantage, c'est que si tu n'es pas heureux de ton partenaire, et ben, on va se défaire de ce partenaire et t'en proposer un autre. Ouais. Donc, tu n'es pas lié à nous. Tu peux aussi proposer ton partenaire, dire, bah, moi, j'ai un agent sur place que j'adore, avec qui je travaille depuis des années, donc il se plug à nous, donc il n'y a aucun problème, on l'intègre. Et là, c'est 7,9. 7,9. Ok, mais tu as tout qui est fait et tu fais plus rien. Ok, d'accord. Ok, bah écoute, au moins là c'est complet. Je pense tu fais plus rien, mais tu fais plus rien en transparence, hein, parce qu'on chez les Cooloc, on ne prend aucune décision sans t'impliquer. Donc tu vois tout passer sur ton app, et tu as un moment où tu peux dire stop, là je suis pas d'accord, je veux intervenir. Chaque devis, on dépense rien pour toi. On te soumet les devis, tu les valides, on exécute. Donc tout est digitalisé, mais il n'y a pas ce côté ADB qui je trouve peut être frustrant pour certains bailleurs, où tu sais pas ce qui se passe et tu touches juste ce qui te reste de loyer à la fin. Une fois que ça a été géré. Alors après, c'est bien, si les gens travaillent bien, j'ai pas de souci. C'est pas l'idée que travaille bien, mais je pense que la confiance n'exclut pas le contrôle, et je trouve ça agréable pour un bailleur de voir passer, ou de laisser passer, ou de dire stop, là je veux faire venir mon plombier sur ce coup-là parce que j'y crois pas trop, quoi. Ok, bah écoute, je pense que là l'épisode est maintenant très complet. On a fini sur cette note-là. Bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir suivi l'épisode. Si vous voulez retrouver Virginie, je crois que c'est plutôt LinkedIn, si je me trompe pas. Oui. Voilà, donc Virginie Perret. Sur Cooloc ou sur mon contact. Ouais. Sinon, sur propriétaire@cooloc.com. Ok. Vous écrivez on mettra tout ça en @cooloc.com. Ouais. Ou sur la nouvelle home qui sort là,
dans Bientôt. 10 jours, bientôt. Laissez toutes vos coordonnées, vous serez recontacté ou faire le parcours qui sera très agréable. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toi Virginie. N'hésitez Merci pas beaucoup, Mickaël. à solliciter Coolock et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, merci. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clan. Donc je vous dis à très vite. Ciao.